Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans la vidéo concernant le moteur, la restauration du moteur, donc j'ai tout nettoyé, j'ai fini de tout nettoyer. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai remonté l'ajout fixe et l'ajout mobile sur le support de ma slot. Et donc vous voyez j'ai récupéré la mobilité de l'ajout mobile, elle tourne correctement, il n'y a aucun point dur. Donc j'ai serré provisoirement l'écrou et je vais vérifier si avec la courroie, l'ajout fixe et l'ajout mobile sont encore corrects. Donc moi ce que j'ai fait, je l'ai fait au préalable avant de le filmer. Donc en fait j'ai regardé si j'avais bien un point de contact entre l'ajout fixe et l'ajout mobile et la courroie, et c'est le cas. Donc en position en bas, je le tiens maintenu serré, donc on voit que c'est bien en contact entre les deux. Et je vais venir l'ouvrir à fond pour le positionner en position haute. Donc voilà, en position haute, voilà, ça va bien en haut. Donc je suis bon. Donc pour moi, elles ne sont pas remplacées. Ça doit être le fait d'avoir eu une courroie qui était usée. Donc là, moi, pour les intros SP MVL, je mets des courroies Ventico A48. Voilà, donc j'ai celle-là sur ma 103 MVL. Donc je vais remonter une courroie comme ça aussi sur ce moteur. Voilà. Donc là, maintenant, je vais redémonter le variateur et on va s'occuper de l'entretien. Donc là, j'ai encore des choses à faire ici. Vous voyez, encore de la rouille. Et on va regarder ça tout de suite. Alors, donc là, j'ai mis l'ajout mobile dans l'étau. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir toiler, comme ceci, l'ajout mobile dans le fond. Voilà. Donc vous faites comme ceci. Et comme ça, vous allez récupérer un état de surface propre. Il n'y aura plus de défauts. Voilà. Donc là, mon papier est usé, je vais le changer. Et je vais faire ça et je vous fais voir après le résultat final. Voilà, donc j'ai fini de nettoyer la partie ici. Donc là, comme vous pouvez voir, j'essaie de ne pas bouger parce que sinon ça fait flou. Donc là, vous voyez, j'ai un peu de piquetage sur la partie où j'ai nettoyé, où j'ai poncé, quoi. Mais bon, c'est pas gênant en bon fonctionnement, hein. Donc vous inquiétez pas, si vous avez un petit peu de piquetage comme ça, c'est pas gênant. Voilà, donc ça c'est fait. Alors maintenant, je vais passer à l'ajout fixe. Donc là, je vais utiliser la Dremel pour faire la partie intérieure qui est rouillée, là. Toute cette partie-là, je vais passer un coup de Dremel dedans, ou papier poncé, je vais voir. Et après, pour la partie extérieure, là, je vais le faire avec la perceuse et la roue en nylon. Voilà, donc là, j'ai fini de tout bien poncer les parties qui étaient rouillées, tout ça. Tout l'intérieur est redevenu nickel, là. Donc j'ai tout bien nettoyé. Et puis j'ai fait également la partie extérieure. Donc comme je vous l'avais déjà expliqué, avec la roue en nylon pour la partie extérieure. Et puis après, j'ai utilisé la Dremel avec les petites roues comme ceci. Avec ces petites roues là, ça va très bien. Donc j'ai tout bien fait comme ça, et après j'ai fini au papier à poncer fin. Donc j'ai profité aussi pour refaire ici, mais dans ce sens là, j'ai poncé dans ce sens là parce que j'avais des dépôts de courroie collés sur le pourtour. Donc du coup j'ai repassé un petit coup de ponçage pour dire de rendre la surface plus propre. Voilà, et après j'ai passé un petit coup de nettoyant fin dessus pour le produit magique à Nico, pour bien mettre au propre. Voilà, donc alors moi ce que je fais aussi, je l'ai déjà fait sur mon Vario de 103 MVL, c'est qu'en fait sur la partie ici, comme ça va être amené à rouiller, vous pouvez mettre un coup de vernis. Pareil pour la partie intérieure. Alors vous pouvez le mettre sur toute la surface, c'est pas gênant, puisque de toute façon au premier démarrage, le vernis va sauter sur la partie, on va dire, où la courroie va bouger dessus. Voilà, donc moi je vais attendre qu'il fait un peu meilleur pour mettre un petit coup de vernis. Et je vais m'occuper de la face arrière d'ailleurs, d'abord. Donc là ici on va s'occuper des axes qui sont ici, qui sont assez, on va dire, dégueulasses. Donc je vais les toiler un petit coup. Donc là sur la partie cylindrique ici, vous passez un coup de papier à poncer assez fin pour dire de bien rendre lisse, le plus lisse possible, la partie cylindrique. Voilà. Voilà, donc je vous fais voir le côté que j'ai déjà fait. Donc vous voyez, il faut vraiment que c'est le plus lisse possible, contrairement à l'autre qui n'est pas encore fait. Donc là je vais faire le deuxième, puis voilà. Alors donc là j'ai mis l'axe de ma slot dans les taux, je ne bouge pas parce que sinon le focus va s'en aller. Et donc là en fait je vais toiler également les petits axes de ma slot. Donc ils sont marqués là comme on peut voir, donc il faut bien les toiler un bon coup comme ça. Après ils sont bien lisses et ça recoulisse de nouveau correctement. Voilà, donc les axes sont tout beaux, tout propres. Donc là, quand moi je remonte les axes de ma slot, ce que je fais, c'est que je mets un filet de graisse dans le trou des bagues en plastique là.
Et après j'en mets aussi sur l'axe de ma slot, et après j'en mets ici sur les faces, on va dire, extérieures, pour dire qu'il y ait un petit peu de graisse entre les supports de ma slot et les bacs de ma slot. Voilà. Donc comme ça au moins vous avez un bon fonctionnement des maslottes, il n'y a pas de point dur. Voilà. Bon, j'ai failli aller trop vite. Avant de remonter les maslottes, j'ai toilé un bon coup le canon ici, là, car moi il était un peu piqueté et rouillé. Donc je vais le remettre au propre, hein. Je vais le toiler encore également, comme je l'ai fait avec les tiges de maslotte. Donc là je sens des légères cottes dedans, c'est ce que j'étais en train de regarder en même temps que je filme. Mais bon, on va voir il aurait pu rester grand chose après. Voilà, donc j'ai toilé un bon coup le canon. Donc, alors ouais, petite précision à chaque fois quand je fais une finition, quand vous voyez que c'est bien lisse comme ça, je suis au papier 2000 à la fin. Donc comme ça au moins j'ai vraiment un grain très très fin. Et là, vous voyez, j'ai encore un petit peu de piquetage, hein, mais bon, bah ça, on ne l'aura pas, ça restera comme ça. Et surtout, faut pas chercher à le descendre, parce que si vous poncez trop, ce qui va se passer, c'est que vous allez augmenter votre jeu entre la joue mobile et le canon le canon du support de ma slot. Voilà. Donc c'est vraiment pour retirer la rouille et remettre un coup au lisse. Voilà. Donc là, vous voyez, je vais essayer de vous le faire un peu plus près. Voilà, vous voyez, j'ai des tout petits piquetages de rien du tout, mais ça n'empêche pas en soi le bon fonctionnement du variateur. Voilà. Voilà, donc j'ai fini de remonter les maslottes. Donc quand vous remontez les maslottes, surtout faites bien attention que vous avez bien remis les petits circlips. Donc pour ce faire, vous regardez, vous les faites tourner comme ça, si vous voyez qu'ils tournent bien et qu'ils sont bien dans la gorge, hein. Il faut bien regarder ici à mon ongle que la première partie est bien dans le logement prévu à cet effet, hein, donc la petite gorge sur les axes de ma slot. Voilà. Donc pareil, les maslots doivent coulisser correctement comme ceci. Donc vous voyez, il n'y a pas de résistance. Bon, celle-là, elle est un petit peu dure, mais c'est peut-être un peu la graisse au début. Mais elle n'est pas dure, on va dire. Et surtout, les petites bagues, il faut vraiment bien les enfoncer à fond, sinon vous pourrez avoir des blocages. Ça peut être une source de blocage. Voilà. Donc là, on a fini pour la partie maslot et support variateur. Donc j'aurai encore de la graisse à venir remettre dans l'intérieur au niveau des bagues à aiguilles, hein. Donc là j'avais tout bien nettoyé bien sûr, et donc il faudra remettre de la graisse, mais ça je le ferai en dernier quand je montrerai le variateur sur le moteur. Voilà. Alors maintenant l'ajout mobile, donc on va remettre le guide de variateur. Donc là je vous fais voir une fois démonté, vous voyez ici c'est ces petites encoches ici qui viennent se prendre dans les trous qui sont prévus dedans, et en fait vous avez juste à les enclipser pour les remettre. Une main je vais pas réussir, c'est quand même mis un peu en force, donc je fais faire ça hors caméra. Et ensuite je mettrai un filet de graisse, vraiment un filet de graisse sur la bague en téflon ici, pour dire que ce soit un petit peu graissé. Mais vraiment un léger, il ne faut pas non plus badigeonner, quoi. C'est vraiment un filet pour dire que ça fait, je dirais un film, voilà, un film de graisse. Voilà. Voilà, donc là, une fois que vous avez remboîté la joue mobile sur le support de ma slot, bah, il y a juste qu'à remettre par au-dessus la joue fixe, donc bien en face. Donc voilà. Donc là, moi, j'avais verni au préalable, voilà, jusqu'à emboîtement complet. Et maintenant, je vais passer à la remise en état de la rondelle. Comme j'avais fait voir, elle est toute défoncée, donc je vais la redresser au maillet. Et puis je vais remettre celle-là parce qu'elle n'est pas trop abîmée au niveau du méplat. Voilà. Et après, on remettra l'écrou également. Et je vous ferai voir comment bloquer l'écrou. Voilà, donc là j'ai remis l'écrou et j'ai bloqué la rondelle également. Donc alors moi j'ai mis la clé de 32, je prends entre les morts comment dire, la joue fixe. Et après je viens bien positionner dans le fond de l'écrou l'œil de la clé à œil, et après je donne un bon coup sec quand j'arrive, quand je sens que l'écrou est bientôt en blocage, je mets un coup sec et c'est tout. Voilà. Et ensuite après il faut venir rabattre comme je l'ai fait, un bout on va dire sur un pan, il faut rabattre la rondelle comme je l'ai fait là, et comme ça en fait ça bloque l'écrou et ça peut pas bouger. Voilà, donc là c'est fini, donc ça bouge plus. Donc là ensuite j'ai nettoyé, j'ai retrouvé, je savais que j'avais encore des jeux de mâchoires d'embrayage. Donc là, en fait, j'ai nettoyé toutes les mâchoires. Donc j'ai également passé un coup de papier à poncer pour déglacer. J'ai nettoyé au nettoyant frein les ferros d'eau des mâchoires d'embrayage, je vais y arriver.
Et après, j'ai passé un bon coup de papier à poncer pour déglacer les ferrots d'eau. Voilà. Donc là, ici, j'ai également passé un léger coup de papier à poncer, mais vraiment fort fin dans le trou de la mâchoire d'embrayage parce qu'il y avait un petit peu d'oxydation. Donc ça, il faut le faire quand même, mais il faut y aller léger. Hein. Il ne faut pas non plus que le trou y est ovalisé. Donc là, avant montage, un petit contrôle pour s'assurer que tout va bien. Donc là, je remonte sans les joints. Hein. C'est juste pour vérifier que ça passe bien. Enfin, moi, j'avais déjà fait avant, hein, mais voilà. Vous voyez, c'est bien libre. Donc, il n'y a aucun blocage. Donc, on voit que tout est prêt à remonter. Donc, moi, ce que je fais avant de remonter, c'est que je mets un léger filet de graisse, encore une fois. De toute façon, toutes les parties en mouvement, vous pouvez mettre un filet de graisse. Hein. Donc là, ici, je mets un petit filet de graisse. Quand je dis un filet, ça fait vraiment un petit film, en fait. Et ça fait pas de mal, en fait, pour la rotation des mâchoires. Voilà. Donc, mais vraiment un filet. Encore une fois, quand je dis un petit film, c'est comme en dessous, c'est vraiment un film, quoi. Il n'y a pas... il y a vraiment... on sent que c'est pour juste aider à coulisser. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là j'ai monté les mâchoires d'embrayage, j'allais dire les mâchoires de frein. Donc il ne faut pas oublier de remettre les petits joints en caoutchouc qui sont ici en dessous. Donc là, prendre également avec le ressort, l'intercaler entre deux, là, comme je l'ai fait. Et après, comme ça, vous venez repousser. Donc moi j'ai fait aller 2-3 fois comme ça pour bien faire aller la graisse sur tout la partie en mouvement. Donc là, après, vous passez les ressorts comme ceci. Je vais les tendre hors caméra parce que il me faut mes deux mains. Mais vous les passez comme ceci, voilà. Donc là, après moi je vais les remettre ici, là au cran le plus loin. Il y a deux positions, et là ils étaient montés à la deuxième position, je vais les remonter à la deuxième position. En général, moi je les mets toujours à cette position là, voilà. Voilà, donc là les ressorts ils sont bien remontés. Donc moi souvent ce que je fais, c'est que je prends un tournevis comme ça, et je tire le ressort, et après je vais le mettre comme ça, et avec ma deuxième main, je viens glisser la boucle du ressort vers le fond. Voilà, ça va tout seul comme ça. Donc il n'y a pas besoin d'un... C'est des ressorts qui sont quand même assez souples et avec les doigts on arrive facilement à détendre. Voilà, donc ça c'est fait. Donc on s'assure bien également que, alors il n'est pas pris dans les taux. Voilà, on s'assure bien que on contrôle que les mâchoires sont bien fonctionnelles. Il faudra le refaire une fois on va dire le couvercle remis par-dessus. Donc là maintenant on remet le flasque. Voilà. Et après, on vient y mettre les petites rondelles éventail ainsi que les écrous. Voilà, comme ceci. Alors, ils sont où les écrous? Voilà. Alors moi, souvent, je regarde dans le sens où on voit la... Comme là, c'est dans ce sens-là. Je sais pas si on va réussir à le voir. En fait, on voit encore l'empreinte de l'éventail, de la rondelle éventail. Donc, du coup, je le remets dans le même sens, comme ça. Comme ça, l'écrou, il est dans le même endroit. Donc là, pareil, je crois que c'est ce côté-là, sur celui-là. Voilà, donc là, ici, hop. Donc là, on resserre bien les deux écrous. Voilà, donc là, je vais les serrer hors caméra. Et après, vous contrôlez, donc je vous le fais voir maintenant, mais après que tout est serré, vous contrôlez qu'il y a bien, que les mâchoires fonctionnent librement. Voilà. Alors donc là sur la partie qui est en contact avec le disque d'embrayage, donc je vais passer un petit coup de papier à poncer pour dire de retirer les petites impuretés qui sont encore collées on va dire sur la plaque métallique. Donc comme ça on aura une surface bien propre. Et je vais faire également la même chose sur la cloche d'embrayage sur cette partie ici, mais également ici qui est la partie des deux mâchoires d'embrayage qui vient en contact. Donc cette partie-là et cette partie-là, je vais les poncer. Donc il ne faut pas y aller avec du gros grain, hein, bien sûr. Mais voilà, pour dire que ça redevienne bien propre. Voilà. Voilà, donc là, le support d'étoile, il est poncé. Je l'ai passé également au nettoyant frein après que j'avais tout poncé. Donc voilà, hein, donc il y a encore des petits défauts, mais on s'en fout. On va dire ce qu'il faut, c'est vraiment qu'il n'y ait plus de défauts en surface, en fait, de défauts en relief, quoi. Donc voilà, donc là je l'ai poncé. Alors il faut pas poncer fort fin, ça sert à rien. Je l'ai même fait à la fin dans ce sens-là. Comme ça, en fait, le disque, quand il va venir accrocher, va bien accrocher. Voilà. Donc vous voyez, il ne faut pas non plus poncer 2 mm. Hein. C'est vraiment retirer tous les défauts de surface pour que ce soit de nouveau bien lisse. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, pareil pour les deux phases de contact, la phase des mâchoires d'embrayage et la phase du disque d'embrayage ici. Donc ça c'est fait.
je vais vous faire voir un truc parce que en fait je me rappelais plus, mais je l'ai revu en même temps que j'étais en train de faire ça. C'est qu'en fait la cloche a été un petit peu ovalisée à ce niveau-là. Alors il faut savoir que moi je fais quelque chose quand c'est comme ça. Alors bien sûr pas quand c'est ovalisé jusqu'ici, hein, là c'est pas la peine, hein. Quand elle est trop ovalisée, qu'elle tourne dans tous les sens. Mais là elle commençait juste à, on va dire, le méplat il commençait juste à se bouffer. Donc quand c'est pas trop tard, vous pouvez le récupérer. Donc moi ce que je fais en fait, c'est que je mets ma cloche ici sur... je la vire comme ça parce qu'elle est dégueulasse. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets des rondelles là ici sur l'arrière de mon étau. Et je viens poser sur... je mets des rondelles qui viennent bien en contact ici. Et je viens poser ma cloche dessus. Et en fait après, je prends un chasse-goupille et je viens remater ici, comme ça, sur le bord. Et en y allant tout doucement, vous arrivez à redonner la forme qu'il y avait aux deux méplats, donc de chaque côté. Après, vous retournez la cloche. Donc ça, je vous le dis au passage parce que je l'ai déjà fait. Du coup, je ne vais pas le faire dans la vidéo. Là, pareil, j'intercale de quoi venir en contact jusque la surface ici. Donc j'ai des rondelles qui viennent jusque derrière la cloche en fait. Et après pareil, de l'autre sens, vous venez mater de façon à ce que ça redevienne bien plat, vous redonnez la forme des demi-plats. Voilà, petite astuce. Donc ça marche hein, puisque je l'ai déjà fait plusieurs fois. Bon là c'est pas un moteur qui va être violent, c'est un moteur d'origine. Donc je vais pas le... Comment dire, je l'ai fait sur ma 103 MVL. Mais en fait ce que je fais aussi également, c'est que la rondelle qui est mise en fond de queue de vilebrequin, moi ce que je fais habituellement, mais là je vais pas le faire, en fait je viens bien la positionner comme ça et je viens mettre deux points de soudure sur entre la rondelle et la cloche, comme ça en fait. Pourquoi? Ça évite que justement la cloche elle vienne s'ovaliser. Donc ça c'est une petite astuce toute simple. Si vous avez un petit poste à souder, faites-le, vous allez gagner des cloches d'embrayage. Donc en fait ça vient renforcer. Et ce qui fait qu'en fait, en queue de vilebrequin, les deux épaisseurs de la rondelle et de la cloche deviennent solidaires. Et ce qui fait qu'en fait, on n'ovalise plus au niveau des deux méplats entre la cloche et la rondelle. Voilà, petite astuce du jour. Je vous mettrai le lien dans la description concernant le renfort avec les deux points de soudure. Là, je l'avais fait dans une autre vidéo, je ne me rappelais plus. Et je vous mettrai en lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Voilà. Bon voilà, j'avais nettoyé avant, nettoyé en frein le disque, hein, je vous l'avais déjà dit. Donc là maintenant j'ai mis un papier à poncer, hein, donc vous pouvez prendre du grain assez conséquent on va dire, mais il ne faut pas non plus appuyer comme un fou, il ne faut pas réduire le disque d'embrayage de millimètres bien entendu. Et donc vous allez venir le poncer pour qu'il redevienne, on va dire, mat. Donc là on le voit bien, donc c'est le côté que j'ai poncé. Donc là c'est parce que j'ai mis mes doigts dessus, mais je veux dire après je vais remettre un coup de nettoyant frein. Et donc là on voit le côté non fait, où c'est vraiment laqué quoi, c'est glacé quoi on va dire. Et donc là il faut faire les deux côtés comme ça, et comme ça après votre disque de frein est refait on va dire proprement. Voilà. Donc maintenant on va passer au remontage de la partie embrayage. Donc en premier on remet la petite rondelle comme ceci, ensuite on vient remettre la rondelle épaulée comme ceci, dans ce sens là, voilà, et ensuite on met le support des billes comme ceci. Donc là, c'est vraiment que de l'empilage hein, quand on remonte l'embrayage. Donc après qu'on a mis ça, on va aller chercher les petites billes dans la caisse. Hop, voilà. Oh, c'est pas l'heure de jouer aux billes. Alors, voilà. Je fais attention parce que mes mains ils glissent. Voilà. Voilà, donc là les billes sont remontées. Alors il est parti où lui? Ah, il est là, voilà. Ensuite on met comme ceci, on vient le poser juste dedans, comme ceci, et on s'arrange pour que on a les toiles, à une main c'est pas pratique, qui viennent bien. Enfin j'aurais dû faire attention quand je le déposais, enfin bref c'est pas gênant, mais en fait il faut s'arranger pour que ce soit bien, on va dire les deux méplats soient en face des deux pattes par rapport à la position de l'étoile. Voilà, ici là vous voyez les méplats ils sont comme ça, et après vous venez mettre l'étoile par au dessus, donc ça, après le disque d'embrayage, voilà. Donc là c'est vraiment une partie vraiment il n'y a pas de question à se poser là, à ce niveau là on va dire, c'est que de l'empilage. Hop, voilà, donc vous remettez bien
le disque d'embrayage. Et maintenant, on remet la petite rondelle qui va bien au-dessus, comme ceci. Voilà. Et après, c'est la fameuse cloche d'embrayage. Donc on aligne bien les méplats ensemble au niveau de l'alignement. Et après, on vient bien ajuster avec son dos. Donc moi, pour rappel, je ne vais pas le mettre maintenant, mais j'ai encore le canon à mettre dedans. Et de l'autre côté, il y aura encore la bague blanche à venir mettre dans ce sens, comme ça, emboîté dans le variateur. Je vais vous le faire voir, parce que je ne reviendrai pas dessus comme ça. Voilà. Hop. Donc là, le canon, je ne le mets pas, bien entendu, mais il faudra mettre le canon dedans, enfin avec de la graisse, hein, comme j'avais dit, on met de la graisse et après on va remettre la rondelle, tout simplement. Voilà. Voilà pour la partie embrayage variateur. Donc lui, je vais le remettre dans sa caisse, sans faire tout tomber, voilà. Donc là, lui, il est prêt, il est fini. Alors pour ceux que ça intéresse, j'avais déjà fait plusieurs vidéos sur les modifications de variateur, donc pour venir changer les poids sans démonter tout le variateur. Parce que là, moi, si les poids ne sont pas bons, il faudra que je le redémonte. Et en fait, j'avais fait toute une modification sur mon variateur de ma 103 MVL. J'avais également fabriqué des guides maison, etc. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai les liens des 3 vidéos sur le sujet également. Donc ça, c'est des modifications que vous pouvez faire aussi. Hein. Je l'ai testé et j'ai roulé vraiment pas mal de temps avec et ça n'a jamais bougé. Donc c'est testé et approuvé, on va dire. Donc voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous le mettrai dans la description. Voilà, donc là maintenant je vais faire un petit rangement de mon établi pour passer à la suite. Bon voilà, j'y vois un peu plus clair maintenant que c'est rangé. Donc là j'ai ressorti les carters moteurs. Donc ceux-là moi je vais pas les monter. Pourquoi? Parce que je vais les garder comme ça va être un monteur complètement d'origine. Donc là ce sont des carters pleins qu'il y avait de monter dessus. Et moi je vais me les garder pour un futur moteur. Si j'ai une préparation à faire, je préfère garder des carters pleins et mettre des, comme on dit, les carters creux. Donc là j'ai recommandé un jeu de carters creux on va dire standard là, qui vendent avec les goujons, etc. Donc je vais mettre un jeu standard sans carter plein. Et comme ça, moi je les réserve cela pour une future préparation. Mais je vais quand même vous faire voir comment on fait pour tout bien nettoyer là, toute la partie qui est encore un peu, on va dire, qui a été un peu rouillé, tout ça, et qui a encore des traces. Donc là, ce que je fais quand c'est comme ça, dans toute la partie ici où il y a le vide-broquin qui passe, donc là ici, on vient poncer. Donc là, bon, là c'est du fin, je vais finir avec ça. Et après, il faut trouver un grain qui n'est pas trop agressif. Et en fait, vous venez poncer à l'intérieur comme... Je vais pas le faire une main, mais je vais mettre des gants, moi, parce qu'avec les mains que j'ai. Et en fait, vous allez venir poncer comme ça, bien proprement sur les surfaces ici, pas dans la portée de roulement. Là, on fait rien du tout. Et vous venez poncer cette surface là ici, cette surface là ici. Et après, bon, moi je vais pas le faire là dans cette vidéo parce que en fait, le jour que j'ai préparé, je ferai ça en même. Les carters moteurs, je le ferai en même temps. Mais si vous voulez, limite, vous pouvez redescendre un petit peu la rugosité qu'il y a au niveau de cette partie-là. Enfin, moi, tout le monde n'aura pas ça dans ses carters, hein, bien entendu. Moi, c'est la première fois que je vois ça dans des carters. Donc là, pareil aussi, redescendre un petit peu pour que c'est un petit peu plus, on va dire, moins rugueux. Enfin, il faut pas que ce soit lisse non plus dans cette partie-là. Et après, bah, ce sera bien, quoi. Après, là, ici aussi, je vais reponcer légèrement, mais quand vous poncez là, on va pas comme un bourrin, hein, on va vraiment avec du papier fin pour dire qu'il n'y ait plus de traces du tout de l'ancien joint. Et pareil pour l'autre côté, voilà, toute cette partie-là. De toute façon, je le fais et je vous fais voir qu'est-ce que ça donne une fois fini. Voilà un peu le avant et vous verrez le après. Bon, voilà, donc j'ai mis tout l'intérieur au propre là ici sur les parois, hein, sauf la portée de roulement bien entendu. Donc j'ai mis un petit coup également là dans le fond. Et donc là ici j'ai passé aussi au papier fort fin sur le plan de joint de carter. Donc là on voit un peu la différence entre celui qui n'est pas fait et celui qui est poncé. Voilà. Donc là comme ça c'est après à la fin je nettoie un bon coup tout, mais j'ai encore le plan de joint de clapet à faire et le plan de joint d'embase. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai fini de poncer l'intérieur de carter, hein, donc après j'ai fini avec un peu nettoyé en frein pour tout bien nettoyer les impuretés. Donc j'ai fait aussi également les plans de joint de carter, donc ça c'est fini également. Donc là maintenant je vais passer au plan de joint des clapets et au plan de joint de l'embase. Voilà, donc là j'ai sorti le marbre parce que pour les opérations suivantes je vais avoir besoin du marbre. Donc là en fait ce que je vais faire, je vais mettre 2 vis de chaque côté. Et
au moment où je vais venir, où les vis vont venir en contact, je vais mettre le plan de joint d'en base face au marbre. Comme ça, en fait, je vais bien le mettre à plat. Et ensuite, je vais serrer les vis. Comme ça me permettra de bien surfacer les deux plans de joint du joint d'en base et du clapet. Voilà, donc là j'ai mis 3 vis et 3 écrous aux deux extrémités ici, et puis une ici juste après le plan de joint des clapets. Et donc en fait, ils ne sont pas encore vissés. Vous venez bien appuyer comme ça sur les 4 coins des carters, les deux demi-carters. Et ensuite, lorsque vous avez bien appuyé comme ça, vous tenez avec une main et de l'autre main, vous venez serrer les 3 vis pour dire que c'est bien serré. Pas comme un bourrin, bien sûr. Et comme ça, ensuite, vous passez à l'étape de surfaçage du plan de joint de l'embase des carters moteurs. Donc pour ce faire, vous prenez une feuille de papier à l'eau. Donc moi, je prends un peu ce que j'ai sous la main. Souvent, je suis dans les 500, 600 en papier à l'eau. Et après, je le fais à sec, moi. Et en fait, après, vous avez posé votre feuille, vous maintenez d'une main la feuille et vous venez faire des 8 en fait avec vos carters moteurs, et comme ça en fait vous allez venir surfacer le plan de joint de l'embase. Voilà. Et donc après, pour voir si vous avez tout bien surfacé, en fait la surface du joint d'embase doit être uniforme au niveau de la couleur. Vous voyez ici, là on voit que il y a toutes des traces de l'ancien joint d'embase. J'essaie de vous faire voir comme je peux. Et lorsque j'aurai fait le surfaçage, tout sera bien couleur alu. Voilà. Alors donc là je vais vous faire voir en ponçage intermédiaire un peu ce que ça donne. Je mets pas la lumière exprès, sinon on voit rien du tout. Donc là ici vous voyez, il y a encore des zones où c'est pas tout à fait bien, on va dire bien surfacé. Donc là ici on voit ici une marque ici, vous voyez, et là aussi on voit encore une trace d'usinage lorsque ça a été usiné. Et donc on voit qu'il y a vraiment encore des petits défauts de planéité. Voilà, donc là il faut vraiment faire pour que ce soit bien lisse. Donc je vous fais voir après quand j'aurai tout bien surfacé. Donc là je fais exprès de vous faire voir un petit peu dans l'ombre. Donc là ici on voit, j'ai encore continué à surfacer, on voit encore ici un défaut on va dire de planéité, et également ici où ça fait noir, on va dire pour vous dans la vidéo. Donc moi je vais les laisser comme ça puisque je ne vais pas remonter pour l'instant les carters, et que comme je devrais les retravailler pour un autre moteur par la suite. De toute façon, la mise de la planéité, je le fais toujours après que j'ai retravaillé les transferts des carters moteurs. Voilà. Donc moi pour la vidéo, je vais laisser comme ça, mais pour vous, si jamais vous voulez vraiment bien remettre droit, il faut que ça soit bien lisse comme là ici. Qu'il y a bien la couleur de l'alu tout partout, et là ça veut dire qu'en fait votre plan de joint est bien surfacé. Voilà. Donc là moi j'arrête là pour le plan de joint d'en base, et le plan de joint de clapet je vais le faire vite fait pour vous le faire voir, mais c'est le même principe. Alors moi ce que je fais, parce que si on regarde le plan de joint de clapet, vous voyez, on peut pas le faire comme ceci, ça n'ira pas. Vous voyez, il n'y a pas la surface complète qui appuie sur le marbre. Donc moi en fait je viens le mettre en bord de marbre, et après vous venez le faire osciller comme ça. Il n'y a pas trop d'autres moyens de le faire. Voilà, avec bien sûr le papier à poncer comme ça mis au bord, et là vous venez poncer comme ça de gauche à droite pour récupérer l'état de surface bien plan. Voilà, donc le plan de joint de clapet est rectifié, hein, donc là il est bien surfacé. Donc vous voyez, on a bien la totalité du plan de joint qui est bien couleur alu, on va dire, et donc qui est bien récupéré. Donc là on a quelque chose de vraiment propre. Donc là c'est bon pour les carters moteurs, hein. Moi je l'ai laissé comme ça, le haut je le laisse comme ça. Et c'est pour ça en fait qu'il faut visser au moins 2-3 vis, on va dire, pour les deux carters. Comme ça en fait vous marbrez le plan de joint d'en base en premier, et en ayant toujours les vis serrées, vous venez faire le deuxième plan de joint. Comme ça vous êtes sûr que vos deux plans de joint sont bien alignés ensemble. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut mettre des vis et les serrer, au moins vous êtes sûr du résultat. Voilà, donc là moi je les laisse de côté, je vais remonter les vis car je monte pas ceux-là, je vais remonter des nouveaux comme je vous avais dit. Donc ils seront déjà surfacés, mais bon il y aura encore toute la préparation comme je vous ai dit. Donc là maintenant on va attaquer la culasse avec le même principe que le joint d'en base. On met le papier à poncer et on tourne en 8 pour venir récupérer tout le plan de joint de la culasse. Voilà. Voilà, donc là le plan de joint de culasse est rectifié. Donc là maintenant ça c'est bon, c'est fait. J'ai profité pour remettre également encore un coup de nettoyant frein dans la chambre de combustion pour bien mettre au propre.
Donc là maintenant la culasse c'est fini. J'attends après mon décompresseur que j'ai pas encore reçu pour pouvoir le monter et j'aurai fini avec la culasse. Voilà. Donc là maintenant on passe au cylindre. Donc là le cylindre c'est pareil. La même chose que la culasse, on surface et comme ça on récupère un bon plan de joint au niveau du cylindre. Voilà. Voilà, donc là je viens de faire les plans de joint du cylindre, hein, donc j'ai fait côté culasse, donc là ça c'est bon, donc vous dans la vidéo ça paraîtra qu'il y a des grosses rayures, mais en fait c'est parce que je filme en haute qualité, donc tous les petits détails sont multipliés on va dire, mais sinon c'est vraiment des toutes petites rayures de rien du tout. Donc voilà pour le plan de joint côté culasse, et le joint d'en base également que j'ai fini de surfacer. Donc moi pour surfacer au niveau du plan de joint d'en base, ce que je fais c'est que je prends une spatule, donc ce côté là qui est un peu sale mais je m'en fous, et en fait j'ai pris le côté qui était corps propre et je mets un bout de papier à poncer dedans, et comme ça en fait je viens poncer bien comme ça tout le tour le plan de joint d'en base, et comme ça vous arrivez à aller sur toute la surface du plan de joint en faisant tout le tour comme ceci. Donc voilà pour les plans de joint. J'ai mis un petit coup également sur le plan de joint. Donc là les rayures c'est pas moi, ça avait dû passer un coup de lime avant. Mais bon, il n'y a pas besoin de plus puisque c'est un gros joint qui va venir faire l'étanchéité. Et ici il y a encore le gros joint en cuivre qui vient aussi faire l'étanchéité. Voilà. Donc maintenant on va finir le cylindre. Donc on va passer à l'intérieur et on va passer un petit coup de... Donc je vous fais voir l'état du cylindre avant de faire quoi que ce soit dedans. Donc là je l'ai juste nettoyé. Donc vous pouvez voir qu'il est relativement propre. J'essaie de vous faire voir comme je peux. Donc voilà, avec la lumière c'est pas évident, mais ça fait on va dire des petites rayes de fonctionnement, mais il n'y a pas de traces de serrage ou quoi que ce soit, quoi. Il est encore en très bon état. Voilà, donc là je vous fais voir comme ça vite fait. Et maintenant je vais passer un petit coup de papier à poncer. Donc je vais pas prendre du trop gros bien entendu. Là j'ai un 500 qui est assez, qui est un peu usé, donc ça fera bien l'affaire. Je vais le nettoyer un bon coup. Moi je passe un coup de soufflette pour info sur le papier quand il est plein de poussière d'alu dessus. Comme ça le remet au propre. Avec un bon coup de soufflette ça va nickel. Et après on vient poncer l'intérieur comme ça, comme ceci, jamais comme ça. Dans ce sens là, comme ça vient refaire des petites rayures dans le sens on va dire inverse du fonctionnement du piston. Ce qui permet on va dire de refaire un petit peu les sillages qu'il y a d'origine lorsqu'on a un cylindre neuf. Voilà. Alors moi c'est pas le cas sur le cylindre, hein, mais je l'avais fait sur le cylindre du Speedfight, car il y avait il y avait des copeaux d'alu qui étaient venus se coller puisqu'il avait serré le cylindre. Et donc en fait, si jamais c'est un peu trop prononcé, vous pouvez mettre un coup de rodoir. Donc moi je mets le rodoir dedans, je tourne très doucement et je mets de l'huile. Et comme ça vous y allez étape par étape, vous essuyez, vous contrôlez que vous arrachez pas, enfin que vous n'y allez pas trop fort avec le rodoir, hein, parce que ça ponce, on va dire bien. Donc en faisant tout doucement comme ça, vous retirez vraiment une fine pellicule et ça vous permet de rendre un cylindre vraiment très propre. Voilà. Mais là, moi, comme il n'a rien dedans, c'est juste des petites rayures de fonctionnement. Donc je le ferai qu'au papier à poncer. Voilà, donc là j'ai étouffé l'intérieur avec le papier à poncer. Donc on voit encore quelques petites rayures, hein, mais c'est des rayures, on va dire, de fonctionnement. Hein. Il n'est pas serré, hein, je le précise au passage. Donc voilà, donc là c'est des toutes petites rayures de rien du tout, qui sont même pas perceptibles avec l'ongle, on va dire, avec l'ongle. Donc si vous sentez qu'il y a l'ongle qui accroche, c'est que la rayure elle est déjà bien profonde, mais là c'est pas le cas. Donc voilà l'état de l'intérieur du cylindre, il n'a vraiment rien du tout. Donc on voit les traces de rayures dans le sens inverse, hein, que j'ai fait avec le papier poncé. Donc comme ça va bien lubrifier la paroi du cylindre, hein, lorsque le moteur sera en fonctionnement. Donc voilà, voilà pour le cylindre. Donc là je l'ai bien passé un bon coup de soufflette dessus, et j'ai également passé un bon coup de nettoyant frein pour dire de tout bien mettre au propre. Donc là moi j'ai fini pour le cylindre. Alors je vous donne ma petite astuce en fait quand vous avez un problème avec, donc moi j'avais l'axe de piston quand il est sorti, j'ai eu du mal à le sortir parce qu'il y avait de la graisse colmatée on va dire dans la paroi ici au niveau du piston, et donc même en le nettoyant on va dire c'était encore vraiment dur au niveau de l'axe du piston. Donc moi quand c'est comme ça, je mets 2 cales de bois, je viens prendre l'axe du piston dans l'étau, et après je mets un filet d'huile à l'entrée de l'axe du piston, et comme ça après je viens le tourner comme ceci, l'avancer et le reculer,
Et vous voyez, donc là on voit qu'il il accroche, hein. Vous voyez, je tire au-dessus, il part pas, hein. Faut pas non plus trop le tourner, mais vous lui faites faire des va-et-vient comme ça, bien réguliers, et vous tournez, et quand vous voyez que c'est comme ceci, là, qu'il y a une bonne, il y a une accroche, mais on va dire pas trop non plus, il faut pas que ce soit libre, hein, bien entendu. Et bien là, en fait, vous avez débloqué votre passage pour l'axe du piston. Donc vous le faites de chaque côté, et puis après comme ça rentre tout seul. Voilà, donc c'est la petite astuce du jour. Donc vous voyez, c'est bien maintenu, hein, j'ai pas, je force, enfin c'est maintenu comme il faut, quoi, parce que là au début c'était vraiment, j'arrivais pas, quasiment pas à la rentrée. Voilà, et c'est le bon axe de piston, je précise. Voilà, donc vous faites ça, et après ce que vous faites, vous renettoyez, parce que forcément ça aura généré un petit peu de, on va dire, de mini copeaux d'alu qui proviennent du piston. Et en fait, ça bougera pas parce que c'est plus dur que le piston qui est en alu. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, on voit que je l'ai machiné un peu. Il y a le mélange d'huile avec un peu de copeaux d'alu. Ça fait un peu gris, on voit. Donc là, bah, il y en a assez, hein. Vous faites ça de chaque côté. Je vais faire un coup de l'autre côté. Je crois que j'avais déjà fait. Je sais plus. Vous voyez, donc là, hop, je l'avais déjà fait. Voilà. Donc là, vous voyez, ça rentre tout seul. Enfin, ça rentre tout seul. Je dois quand même y aller pour le retirer. Voilà. Bon, maintenant que tout est propre, je vais contrôler. Donc moi, je l'ai déjà fait, mais je peux vous dire déjà que c'est pas bon. Je fais le contrôle jeu cylindre piston. Là, je le mets bien en face et je laisse tomber tranquillement. Donc là, vous voyez, ça descend vraiment trop lentement. Donc vous voyez, là, je suis obligé d'appuyer dessus pour que ça descende. Et tout est bien nettoyé, tout est bien propre. Donc là, je vais vous refaire la même, mais en libérant de l'air par en dessous. Voilà, ça tombe, mais il accroche trop. Voilà. Donc là, bah, je vais reprendre. Je sais où ça accroche, c'est sur la partie inférieure ici. J'ai tout mesuré. Donc là, je vais repasser un coup d'alésvar dedans pour gagner un petit peu plus de liberté entre le piston et le cylindre. Voilà, donc là j'ai passé un coup d'alésvar, hein, j'y étais mollo, donc vous voyez, on voit toutes les micro-rayures qui sont venues se reformer grâce à l'alésvar. Donc ça va permettre de bien, on va dire, graisser le cylindre, et on voit que l'état de surface est un peu meilleur qu'il ne l'était auparavant. Donc là je vais refaire un essai comme ça de l'appareillement cylindre-piston. Voilà, donc je vous fais voir l'intérieur du cylindre, comme la lumière s'y prête. Donc voilà, on voit toutes les micro-rayures qui se sont reformées avec le rodoir. Donc là, le cylindre, il est vraiment nickel. Ce que vous voyez, c'est des petites traces qui ne sont pas encore bien essuyées. Donc là, on va refaire le test avec le piston. Je regarde le sens des ergots. Voilà. Donc là, on remet le piston et on le laisse de nouveau tomber dans le cylindre. Voilà, là, il est arrivé en bas. Voilà, donc là, l'ajustement, il est bon. Donc là, ça, c'est bon. C'est fini pour le cylindre piston. On passe à la suite. Bon, là, je vais vous faire le topo vite fait, sinon vous n'allez rien comprendre. Donc ça, c'est ce que je vais remonter, hein, le cylindre. Donc ça, c'est le support moteur que j'avais démonté. Donc là, je viens de racheter un canon pour ce support moteur, car j'en avais pas. Donc ça va aller avec ça. Hop. Mais je le laisse de côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais en mettre un autre. Donc pour vous expliquer, que vous compreniez un petit peu. Donc là en fait c'en est un qui est déjà tout prêt. Je laisse les anciens joints d'époque qui sont bien mieux que ceux de maintenant. Donc lui il est tout prêt à rouler, je l'avais déjà tout refait et tout. Bon visuellement il n'est pas forcément beau, mais j'avais reverni un coup pour pas qu'il rouille et tout, je l'avais déjà tout préparé. Donc pour gagner du temps pour le montage de ce moteur, je reprends ce support moteur, et donc l'autre qui était monté, je le garde pour un prochain moteur. Donc en fait ça c'est mes carters que je viens tout remettre à plat et tout, qui sont les carters pleins que je me réserve de côté, que je ne montrerai pas sur ce moteur là. Et donc le support ainsi que toute la visserie, je le mets de côté pour moi un prochain moteur. Comme ça vous aurez compris pourquoi vous voyez des changements de pièces. Et au passage, je vous fais voir, vous allez vous dire, bah mince, il y avait des goujons tout neufs sur le moteur lorsque je l'ai démonté. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là en fait, ça c'est un jeu. Alors attendez, je me trompe pas. Voilà. Donc ça c'est les goujons que j'avais sur le moteur. Je sais plus de où je les avais eus, ils étaient tout neufs, bref. Et je m'en suis rendu compte que bien trop tard que les dimensions n'étaient pas bonnes. Pourquoi? Là je vous fais voir des goujons qui sont bien. Ils font 6,84 de diamètre. Je vais prendre juste au niveau de là, je vais pas prendre sur le filetage. Mais là je suis à peu près à 6,83. Donc la taille on va dire standard. Et ceux-là,
comme vous pouvez voir, ils sont à 5,97. Donc en fait, ça flotte dedans. Et le pot de vis, c'est un pot de vis, on va dire, bâtard. Donc lorsque je mets dans les carters moteurs ces pas de vis là, ça a du jeu, et même si je le mets à fond, ça reste avec du jeu. Donc je vais pas monter ça. Ça me servira pour bricoler. Donc je les mets de côté. Et contrairement à ceux que je viens d'acheter, je vous fais voir aussi, j'essaie d'aller vite pour pas vous embêter avec mes problèmes de goujon. Donc là ici vous voyez, je vais faire voir un petit peu quand même. Donc là vous voyez, c'est un pas de vis normal, j'avais nettoyé au préalable, je vous rappelle. Alors, en filmant en même temps, c'est pas évident. Donc là, vous voyez, ça visse dedans. Donc là, vous voyez, déjà, j'ai déjà du mal à le visser. Enfin, du mal. Il maintient bien dedans, je ne l'ai même pas mis à fond. Et si je mets celui-là, je vais prendre un filetage qui est un peu propre quand même. En fait, si je mets celui-là que j'avais sur le moteur, que j'avais mis provisoirement, j'ai pas vissé beaucoup, vous avez vu. L'autre, j'ai à peine vissé, il n'y a pas de jeu dedans. Hein. Voilà. Voilà pourquoi je monte pas ces goujons là. Voilà. Je préférais vous le faire voir, au moins vous demanderez pas pourquoi. Et je sais pas si on le verra dans la vidéo, mais au niveau du filetage, on voit que le filetage quand même dans la vidéo, c'est pas le même filetage. Voilà. Donc je sais pas de quoi ça vient, pourtant ils étaient vendus comme origine Peugeot. Voilà. Donc là au moins j'ai des vrais goujons. Donc ça c'est des goujons neufs. C'est un jeu de goujons neufs que je garde pour mes carters moteurs pleins, que je viens de racheter exprès pour ça. Donc ça va ensemble. Je les remonterai prochainement sur un autre moteur. Voilà, ça c'est fait, je vous ai expliqué. Et là maintenant, je viens de racheter un ensemble jeu complet carter moteur, vraiment les premiers prix. Hein. Vous en avez partout, hein. On s'en fout de où je l'ai eu, je veux dire. C'est tous les mêmes partout. Donc là, c'est un jeu que vous achetez complet. Donc moi, pour un moteur d'origine, voilà, c'est des carters creux, hein, comme on dit. Donc voilà, ils sont d'assez bonnes. J'étais étonné quand même parce qu'ils sont assez bien finis. Donc vous voyez, enfin étonné. Il y a des fois on peut avoir quand même des bonnes pièces, même si c'est pas des prix de malade. Donc je vous fais voir en passage. Donc bien entendu, je vais refaire le contrôle des planches joints, même s'il me paraît pas trop dégueulasse. Hein. Il peut y avoir des petits, comme là ici, des petites arêtes un peu saillantes là, et bavurées. Moi je le fais toujours, vous faites ce que vous voulez. Je vais refaire un passage complet sur la chaudière qui se met en route. Donc là, je vais faire un passage complet sur les plans de joints comme je viens de le faire, mais je vous ai épargné cette étape là. Donc là voilà, c'est de la refabrication. Il y a les joints spin montés dedans, ils sont pas forcément bien montés comme on peut voir ici. Vous voyez, ils dépassent, donc ça je vais le remettre bien à plat pour qu'il soit à fleur du plan de carter ici. Donc de l'autre côté, bon ben visuel, ouais, de l'autre côté c'est bien monté. Et il y a les roulements, j'essaye de pas les faire tomber. Donc là, c'est les modèles avec les roulements qui sont déjà montés dedans. Donc moi, je vais nettoyer un bon coup dedans. Je vais laisser la graisse qu'il y a dans les roulements. En nettoyant, je vais cacher les roulements pour pas qu'il y ait des saletés qui vont dedans. J'ai bien nettoyé l'intérieur des carters. Mais vous voyez, c'est pas si moche que ça. Franchement, je suis étonné parce que même au niveau fonderie, vous pouvez voir, j'essaye de pas bouger. Je vous laisse observer. Et ils sont vraiment nickel. Franchement, c'est dommage que c'est pas des plats. Je les ai encore mis de côté. Non, je rigole. Voilà. Donc voilà les carters que je vais remonter sur ce moteur là. Donc là, c'est des carters vraiment type origine. Donc voilà, c'est juste au niveau ébavurage, vous voyez, c'est pas tip top. Voilà. Bref. Donc là, on a ça. Je vais les mettre là parce qu'ils ont tendance à s'ouvrir assez vite. Donc ça va être les carters qui vont monter. Donc il y a tout l'eau de visserie qui va bien, les écrous de culasse, les boulons de carter moteur, les rondelles aussi, etc. Donc il y a tout dans le package. Il y a la petite plaque ici là qui vient se mettre de l'autre côté ici, hop, qui vient là. Donc là on l'a avec, bien sûr, elle ne peut pas bien se poser parce que le joint spi pas bien rentré, bref. Et également j'ai un joint d'embase, voilà, un joint de carter et un joint d'embase. Voilà. Donc moi je vais remonter ce carter moteur là. D'ailleurs la boîte elle va me servir pour remettre les autres. Comme ça je vais pouvoir tout laisser dedans. Et moi je vais retravailler sur ces nouveaux carters moteurs. Voilà. Hein, c'est pas parce que les autres ils vont pas ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est des carters pleins. Je vous le rappelle. Hein, pour ceux qui vont pas regarder entièrement toute la vidéo. Donc moi je vais m'occuper de monter cet ensemble là. Voilà. Donc maintenant on bascule sur les nouveaux carters.
Alors donc là j'ai pris les nouveaux carters et ce que j'ai fait c'est que je les ai mis à chauffer au four à 180, donc j'ai monté les goujons provisoirement pour dire de pouvoir les maintenir, avec des gants bien sûr pour pas me brûler. Et j'ai mis les carters à chauffer à 180 degrés pendant 10 minutes. Et ensuite j'ai mis 180, comme ça au moins on est sûr qu'on ne galère pas à retirer les roulements. Donc ensuite je suis venu reprendre le roulement avec les gants. Et j'ai mis une cale en bois bien propre et on tape un petit coup sec comme ça dessus. Comme ça on n'abîme rien. Et le roulement il vient se poser sur la cale en bois. Comme ça vous n'abîmez rien. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc là les joints spi pareil je les ai démontés le temps que c'était encore chaud. Comme ça ils viennent tout seuls. Et puis au moins on les abîme pas, rien du tout. Voilà. Donc ça, joint spi côté Vario c'est pas compliqué. Vous prenez une douille, je l'ai déjà fait voir dans d'autres vidéos. Vous prenez une douille qui est légèrement plus petite que le passage. Et comme ça vous venez chasser le joint spi côté Vario. Côté allumage, bah, vous prenez un tournevis, vous faites levier tout délicatement, comme ça, et en fait il vient tout seul, quoi, puisque c'est chaud. Voilà. Donc là, pour la suite de la vidéo, ce que je vais faire sur ce moteur, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est des petits plus. Donc ceux qui veulent pas faire ce qui va suivre, je vous mettrai à combien il faut reprendre la vidéo pour remonter un moteur sans faire les petits préparatifs que je vais faire juste après dans la vidéo. Donc à savoir que là je vais passer à l'étape on va dire je vais faire une mini préparation du piston. Quand je dis une mini préparation, c'est pas une préparation de compète, hein. C'est vraiment un petit truc basique que je vais faire. C'est préparer la jupe du piston, si j'arrive à avoir le piston. Voilà, parce que j'ai mis l'axe dedans. Donc là c'est couper la jupe du piston ici et puis ouvrir la partie arrière au niveau ici, au niveau du piston, pour dire de tout ajuster ensemble. Voilà. Donc c'est vraiment des petits trucs. Après le polissage de la lumière d'échappement, le polissage de la calotte du piston et également le polissage de la chambre de combustion de la culasse. Voilà, j'avais pas prévu de le faire et puis j'ai dit bon, qu'est-ce que je fais, je le fais ou je le fais pas, et je le fais, ce sera un petit plus dans la vidéo, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse pas, je vous mettrai à combien il faut reprendre la vidéo lorsqu'elle sera montée, je verrai à combien il faut l'avancer. Voilà. Alors donc la première étape que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ici de chaque côté, donc vous laissez un petit peu de marge, hein. Vous voyez j'ai coupé un peu moins large que la largeur de l'ouverture qu'il y a ici, donc comme ça après ça vous permet de limer correctement et de ne pas dépasser de trop. Donc là je vais mettre un petit coup de lime léger, mais vraiment pas, ce ne sera pas le coup de lime final on va dire. Je vais mettre un coup de lime léger pour dire de revenir à peu près droit de chaque côté, et cela sur les 4 coins, voilà. Voilà, donc là je viens de passer un coup de lime et puis j'ai terminé avec un petit coup de papier à poncer sur toutes les arêtes et également sur les pointes ici pour pas que ce soit saillant. Et comme ça en fait quand on va venir ajuster le piston avec le cylindre, ça permettra de ne pas faire des rayures non plus dans le cylindre. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, je vais regarder si mes carters ils sont refroidis et je vais passer au montage des faux roulements pour venir tout prémonter et regarder ce qu'il y a à retirer sur le piston. Alors en parallèle j'avais ressorti le vilebrequin du congélateur puisque je vais devoir tout reprémonter, j'avais pas prévu de le faire sinon je ne l'aurais pas mis au congélateur, voilà. Donc c'est parce que j'avais pas prévu de faire la petite préparation que je vais faire là. Donc là pour ceux qui se posaient la question, si jamais ça rouille, bah vous voyez qu'en l'ayant mis au congélateur pendant quasiment une semaine, là, ça fait bientôt une semaine qu'il est au congèle, bah on voit que ça rouille pas s'il y a de l'huile dessus, hein. Voilà, donc ça confirme ce que je vous avais déjà dit dans la vidéo. Je l'avais vérifié précédemment sur le Speedfight, j'avais fait la même chose. Donc ça rouille pas une fois qu'il y a de l'huile. Voilà. Donc là moi je vais retirer l'excédent d'huile pour pas m'en foutre plein partout pour faire le pré-montage avec les faux roulements. Et après on regarde qu'est-ce que ça donne. Alors voilà, donc là j'ai monté les faux roulements sur le vilebrequin, hein, après avoir essuyé le vilebrequin. Donc maintenant je vais les assembler dans les carters moteurs et je vais mettre 2-3 vis on va dire de maintien pour que ce soit bien posé. Voilà, donc là j'ai préassemblé, j'ai mis 3 vis et 3 écrous, on va dire comme ceci. Donc j'en ai mis que 3 hein, pour dire de maintenir, il y en a assez. De toute façon c'est juste pour relever des cotes en fait. Donc là en même temps ce qui est bien avec les faux roulements, c'est que si vous faites un pré-montage, ça permet de voir que tout est correct, qu'il n'y a pas de frottement, on ne sait jamais. Hein, comme c'est des pièces de refabrication, on ne sait jamais. Voilà, donc moi en tout cas le vilebrequin passe correctement, il y a zéro frottement, rien du tout. Tout est nickel, voilà. Donc là c'est ça qui est bien aussi avec les faux roulements. Voilà, donc là maintenant que j'ai fait ça, je vais mettre un joint d'embase je vais mettre le joint d'embase que je vais monter en définitif.
Et on va venir empiler le cylindre et le piston dedans pour relever un petit peu les côtes. Bon voilà, donc là j'ai mis le piston ainsi que l'axe du piston et la nouvelle cage à aiguille dedans. J'ai pas mis les circlips, un piston, c'est juste pour faire le pré-montage pour vous faire voir. Et ensuite j'ai empilé le cylindre, hein, j'ai pas mis les segments non plus, c'est juste pour voir à quel niveau arrive la lumière d'échappement ainsi que les transferts latéraux. Et donc là ensuite j'ai mis un petit joint en caoutchouc pour pas abîmer le plan de joint de culasse vu que j'avais tout bien rectifié. J'ai mis ensuite des écrous plus gros de 8 ou 10 je sais plus, et également des rondelles, et ensuite je suis venu mettre les écrous de culasse et on a tout bien serré de chaque côté. Voilà, donc là pour la lumière d'échappement j'essaie de vous faire voir à l'intérieur. Donc là j'ai mis au point mort bas. Et au point mort bas, on peut s'apercevoir que la lumière n'est pas totalement ouverte, la lumière d'échappement, mais également les transferts latéraux qui ne sont pas ouverts totalement. Ça se voit vraiment bien. Je vais essayer de vraiment pas bouger et qu'on ait bien le focus dedans. Et vous voyez, les transferts latéraux, ils sont vraiment pas bien ouverts. Donc bon, moi je vais pas reprendre toute cette partie-là, hein, parce que bon, voilà, ça va faire sinon trop de travail sur le moteur et c'est pas ce qui est recherché pour ce moteur, hein. Je vais juste remonter d'origine, mais c'était juste pour vous faire voir que d'origine, vous voyez, vous avez un moteur qui est complètement d'origine et il y a de quoi faire dessus si on veut améliorer on va dire le moteur, et on peut déjà faire un bon petit cylindre avec un cylindre d'origine qui marche déjà bien pour un cylindre d'origine. Voilà. Donc pareil, la lumière d'échappement elle est vraiment étroite là-dessus, hein. Il y aurait de quoi faire aussi également, remonter un peu les diagrammes, etc. Mais je ne vais pas faire ça pour ce moteur. Voilà. Donc là, maintenant que j'ai repéré, on va dire, le point mort bas par rapport au piston, je vais venir faire un repère dans le cylindre. Je vais venir faire une petite marque avec un stylo feutre, et comme ça j'aurai mon point mort bas. Lorsque j'aurai démonté le cylindre, ça va m'aider à prendre les côtes pour retirer tout ce qu'il y a à retirer au niveau du piston. Voilà, donc j'ai démonté un demi-carter et je suis venu repérer à l'arrière du piston le décrochement qu'il y a à faire pour pouvoir faire l'ouverture pour le transfert arrière sur le piston. Donc ça c'est fait. Je vais refaire la même chose de l'autre côté, hein. Je vais intervertir les demi-carters. Donc là ici, pour le piston, on voit qu'on est vraiment à peu près bien aligné entre la jupe du cylindre et la jupe du piston. Donc là moi je vais le laisser comme ça, je vais juste finir de bien le limer. Et pour le piston, on va le laisser comme ça, puisque de toute façon après il ne faut pas ouvrir jusque là, toute cette partie là ça sert vraiment à rien. Voilà, donc là on peut toujours faire plus, hein, couper un peu dans la jupe et tout, mais moi je vais le laisser comme c'est là. C'est pas trop mal comme ça. Et par contre je vais vous faire voir une chose. Donc là ici vous voyez l'entrée au niveau de l'admission c'est vraiment restreint, et je vais vous faire voir pourquoi. En fait là, si vous regardez les carters que je viens d'acheter avec ceux que j'ai démontés sur le moteur, au niveau ici, vous voyez ici ça fait bien arrondi comme ceci, et on voit que l'ouverture elle est bien, enfin c'est bien ouvert quoi, et ça part bien vers le transfert latéral. Et là en fait si vous regardez, il y a beaucoup plus de matière ici, et donc ça vient un peu couper le flux gazeux, on va dire, qui passe ici. Et là ici ça fait vraiment une marche. Donc alors je sais pas si j'ai réussi à bien vous le faire voir dans la vidéo, mais là par dessus on peut voir que ça fait vraiment une marche. Voilà, donc vous voyez ici il y a vraiment une marche à peu près à mon ongle. Donc là ça je vais le récupérer quand même parce que j'aime pas du tout. Là j'ai une cote ici, si vous voulez, ça fait une cote, hein. Bon, on l'avait vu dans les, je vais en refaire voir, mais en fait comme ils viennent à léser ici, là il y a une cote qui est ici, et moi je vais la faire sauter pour venir bien ouvrir ici et venir refaire un flux gazeux correct en fait, juste là ici. Et pareil, réduire la partie qui est ici. Donc ça je vais le faire même si c'est pour un cylindre d'origine, parce que c'est pas tellement tip top quoi. Et après on peut s'apercevoir également que là ici c'est moulé en un bloc, tandis qu'ici ils ont fait un dégagement pour la vis de carter. Donc ils sont pas tout à fait pareils. Si on regarde comme ça, je vais essayer de vous la faire voir comme ceci, sans qu'il se casse la figure, ce serait bien. Et vous voyez, c'est pas du tout pareil au niveau du passage de la vis. On voit ici qu'il n'y a pas de décrochement, ça fait partie moulée complètement, tandis que là ils ont fait un contour complètement. Voilà. Donc voilà un petit peu les petites différences qu'il peut y avoir entre les adaptables. J'essaie de vous les mettre côte à côte. Donc on voit que c'est pas tout à fait pareil. Donc voilà, c'est beaucoup plus ouvert, bah là c'est flagrant, c'est beaucoup plus ouvert sur les carters que j'avais démontés. Je suis vraiment aligné là en plus que sur ceux que je viens de racheter en fait. Voilà, donc on voit que l'ouverture elle est beaucoup plus étroite. Voilà, donc là
on va rattraper un peu tout ça pour remettre un peu au propre. Voilà, donc là j'ai monté le carter gauche d'origine qu'il y avait sur le moteur, et à droite c'est la refabrication. Donc comme ça vous voyez vraiment bien la différence entre les deux. Donc au niveau des transferts latéraux, on voit que les formes sont différentes déjà. Ensuite la marche que je vous expliquais qui est là ici. Donc là on voit très bien ici que si je fais pas tomber, on va dire, attendez, on va faire voir bien là ici. Au niveau de mon pouce, vous voyez mon pouce, on voit bien mon pouce au niveau du transfert côté gauche. Et là, ici, il y a une butée complètement, quasiment de 5 mm là, qui est à cet endroit-là. Donc ça a viré pour dire que le conduit soit bien refait. On voit complètement que côté gauche, c'est c'est largement mieux fait que le côté droit. Donc il y a un minimum ça à reprendre sur ces types de carters si vous en achetez. Et autre point de vue, on va dire ici. Donc là, on voit très bien que, on va dire, c'est largement plus ouvert côté gauche que côté droit. Donc là c'est flagrant. Voilà, c'est ce que je vous expliquais juste avant, mais là avec la comparaison des deux. Donc là on voit que les pentes sont pas tout à fait pareilles aussi, si on va être vraiment dans le détail. Donc là ici c'est plus remonté, et là ça descend plus franchement de ce côté là. Et après la forme aussi, au niveau là où je vous expliquais que là ici c'est, on va dire, c'est pas moulé dedans, contrairement à côté gauche. Voilà. Donc on va essayer de rattraper un peu tout ça pour que ce soit un petit peu plus joli quand même. C'est pas trop au niveau du joli, c'est plutôt au niveau du fonctionnel là. Parce que bon, vraiment, ça fait vraiment une butée quoi. Bon voilà, donc là le côté gauche qui est fait, donc là sur celui-là, ça c'est celui que je viens de retravailler, et ça c'est celui qui était monté sur le moteur. Donc là on voit ici que j'ai agrandi le passage pour bien refaire la veine gazeuse ici, pour repartir sur le transfert latéral. Donc je vous fais voir un petit peu qu'est-ce que ça donne une fois fini. Donc voilà un petit peu l'ouverture que j'y ai fait. Donc là j'ai bien fait attention parce que comme on vient taper dans le on va dire le renforcement ici qu'il y a pour le passage de vis, il faut pas non plus trop descendre. Donc là vous voyez, j'ai vraiment pas trop descendu sur la paroi où il y a la vis de clapet qui doit venir se visser. Et là par contre vers le bas, j'avais mesuré avec la jauge de profondeur où ça s'arrêtait, et du coup j'ai vu que je pouvais partir en biseau pour rejoindre dans la veine gazeuse, qui fait que j'ai quelque chose qui est pas trop mal quand même quoi. Donc voilà un petit peu le rendu. Donc je vais vous faire voir maintenant avec l'autre qui n'a pas encore été retravaillé. Bon voilà, la comparaison avec celui qui n'a pas été travaillé, elle est flagrante, hein. Donc là les images parlent d'elles-mêmes, hein. On voit très bien que la butée qu'il y avait là a été supprimée, et on voit bien la veine gazeuse qui part vers le transfert, contrairement au côté gauche où c'est complètement bloqué, on va dire, par la petite butée, on va dire, qu'il y a en fin d'alésage là, et après il n'y a aucun passage pour arriver jusqu'au transfert. Voilà, donc je vous fais bien voir. Voilà, donc là de ce côté là, et ensuite donc là à l'intérieur, côté on va dire côté clapet. Donc bah voilà, hein, il n'y a pas photo, on a bien récupéré l'ouverture côté gauche comparé au côté droit. Donc là il n'y a pas photo, ça se voit directement. Voilà. Alors de ce côté-là, ça se voit carrément que c'est vraiment fermé quoi. Donc là j'ai retourné, donc là c'est le côté, hein, bien sûr, côté droit sur la vidéo qui a été retravaillé, contrairement au côté gauche dans la vidéo. Donc là bon, on voit carrément quoi, que c'est embuté. On voit même pas le passage quasiment des clapets quoi à cet endroit-là. Voilà. Donc pour ceux qui ont ce même type de carter, attention, bien faire l'ouverture. Voilà. Bon voilà, les côté gauche c'est les carters que je viens de préparer, et côté droit c'est les origines que j'avais démontées. Donc voilà, donc on voit qu'on a récupéré vraiment une belle ouverture au niveau des clapets. Donc ça c'est bon. Ensuite, si je vous fais voir comme ceci, voilà. Donc voilà ce que ça donne comparé à ceux qui n'ont pas été touchés. Voilà. Donc là on voit que c'est bien ouvert ici à cet endroit là, par rapport à de l'autre côté on voit qu'il y a une légère bordure aussi, et là on ne la voit plus. Donc je vous fais voir le travail qui a été fait et l'ouverture de la veine gazeuse. Voilà.
Voilà, donc là, de ce côté-là, et on a bien l'ouverture qui est bien faite. Voilà. Donc là, bah, ce sera tout pour les carters. Donc là, je vais les laisser comme ça. Donc on ne polit pas cette partie-là. Donc moi, je les ai fait avec la Dremel pour commencer. Et après, j'ai fini avec les petites limes de précision comme ceci, ligne plate et ligne ronde. Voilà. Donc même si vous n'avez pas de Dremel, vous pouvez tout faire à la lime. Hein, c'est de l'alu, ça va très très bien faire. Donc tout c'est de bien essayer d'être symétrique le plus possible des deux côtés. Donc là je suis pas trop mal, on va dire. Voilà. Donc là bah, pour les carters je vais arrêter là ce soir. Et puis je vais faire un petit coup la culasse parce que il faudra encore que je fais les plans de joint, mais je ferai ça tout en même temps. Donc là je vais m'occuper de la culasse pour faire le polissage de la chambre de combustion. Donc voilà l'état de la chambre avant de faire le polissage. Hein, je vous le fais voir un petit coup avant, comme ça vous verrez tout de suite la différence juste après. Bon voilà, donc là j'ai fini de polir la chambre de combustion de la culasse. Donc maintenant je vais faire le polissage du conduit d'échappement. Donc on va rattraper un petit peu les petites aspérités qu'il y a, les petits défauts, et puis on va remettre au propre. Donc voilà, je vous fais voir un petit peu le conduit avant la reprise du conduit d'échappement. Donc vous voyez, il y a des défauts de fonderie hein, de chaque côté, donc on va essayer de retirer le plus qu'on peut, hein, bien entendu, et d'essayer de le mettre le plus lisse possible. Voilà. Voilà, donc le résultat après avoir poncé et poli le conduit d'échappement, donc il y a encore quelques petites imperfections, hein, mais c'est vraiment pour dire de lisser le conduit d'échappement. Donc dans la vidéo, je sais pas si ça va bien rendre, mais voilà. Donc là, toute la surface a été faite. Et voilà, donc là j'ai mis au propre sans faire vraiment de chichi, hein, parce qu'il y a encore des défauts de fonderie là ici comme vous pouvez voir. Et je peux pas tout non plus récupérer. Et, enfin on va dire ça fait une déformation à ce niveau là, donc bon, ça restera comme ça. Et après vous voyez il y a tous des petits défauts de fonderie dans le fond, donc ça bah voilà, ça restera comme ça. Hein. Voilà. Le principal c'est que c'est bien lisse et que ça va éviter l'encrassement du conduit d'échappement. Voilà. Donc là je regarde si le cylindre est bien appairé au carter moteur. Donc de l'autre côté ça va, on va dire sur la face avant, côté échappement ça va, puisque c'est le cylindre qui est un petit peu plus étroit par rapport au carter. Mais par contre de l'autre côté, de ce côté-ci, là je vais reprendre légèrement pour épouser la forme de l'embase du cylindre. Voilà. Et je vais également encore ouvrir un petit peu ici à mon ongle. Là j'ai fait un marquage au crayon de bois. Donc je vais encore ouvrir un petit peu cette partie-là pour, on va dire, bien que ça coïncide bien avec le cylindre. Voilà. Donc je vais faire pareil des deux côtés et puis je vais remettre un coup de Dremel et de lime et puis voilà. Voilà, donc j'ai fini de faire le carter côté allumage, hein, donc là on voit que le passage est bien fait maintenant. Donc surtout faites attention, hein, parce que si vous avez les mêmes carters que moi en carter creux, il faut y aller mollo, hein, parce que là derrière c'est bien creux. Hein, donc voilà, il faut pas faire une pente très abrupte. Hein, vous voyez, moi c'est vraiment, on y va mollo, parce que derrière on est vraiment pas loin on va dire on va dire du trou. Hein, donc voilà, faites bien attention à ça. Donc vous voyez, moi j'ai vraiment on va dire fait pour que le conduit soit correct et c'est tout. Voilà, j'ai pas cherché plus, je vous fais voir. Voilà, donc là je vais faire la même chose pour l'autre côté, côté gauche. Et puis ce sera bien, les carters ils seront finis. Voilà, donc les deux côtés sont finis, hein. J'ai fait les ouvertures de chaque côté. Donc là maintenant ça correspond bien, j'ai bien l'embase du cylindre qui correspond bien à l'embase des carters. Donc les carters c'est bon, j'ai fini, j'aurais plus qu'un bon coup de nettoyage à faire et un bon coup de passage au nettoyant de frein. Donc ça c'est bon. Et j'aurai encore également le surfaçage des deux plans du plan de joint d'en base et du plan de joint de clapet pour les carters moteurs. Donc il me reste plus que ça à faire et j'aurai fini les carters. Donc là je vais vous faire voir quelque chose. Donc là ici, vous voyez ce défaut là, en fait c'est un trou qu'il y a à travers le filetage pour le goujon. Donc là j'ai un trou à ce niveau là, je vais vous le faire voir avec la lampe, vous allez voir tout de suite qu'on voit le passage de la lumière qui est au niveau de où je vous ai fait voir. Donc là ben moi pour mon cas, moi pour éviter tout risque de mauvaise étanchéité, je vais monter les goujons à la pâte à joint, donc résistante aux hydrocarbures, à l'huile, également à la haute température. Voilà. Donc je mettrai un coup de pâte à joint autour de mes filetages de goujons sur toute la longueur, et comme ça je viendrai
les visser avec de la pâte à joint. Voilà, donc je ferai les 4 goujons, même si j'en ai qu'un, au moins par sécurité. Ce sera sûr que ce sera bien étanche à cet endroit-là. Voilà. Et après, lorsque il y aura un petit peu de... là, il faut les laisser sécher, et après qu'ils sont secs, en fait, vous venez passer un coup de lame de cutter pour que vraiment c'est bien... Enfin, je vous le ferai voir après de toute façon. Bon voilà, donc là j'ai fini de travailler le bas du piston. Donc là ce que j'ai fait c'est que, voilà, là j'ai le focus. Alors donc là j'ai mis un petit coup de chanfrein léger sur tout le tour du piston. Là j'ai arrondi pour suivre la jupe du piston également. Et puis là j'ai fait l'ouverture du transfert arrière. Bon, il y a eu un petit loupé, la Dremel elle est partie un petit peu de travers, mais j'ai regardé, j'ai passé un petit coup léger de papier à poncer pour dire qu'il n'y ait pas de rebord. Là ça va, c'est bon, c'est nickel. Donc bon, c'est pas bien méchant, il n'y a rien de bien méchant. Et puis là j'ai fait l'ouverture pour le transfert arrière, voilà. Donc là le piston, là ce sera bon pour toute la partie jupe du piston. Donc là maintenant je vais venir poncer ici la calotte du piston pour venir la polir également pour qu'elle soit bien lisse aussi. Voilà. Bon voilà, donc là la calotte du piston elle est polie, donc là ça, le piston maintenant est donc fini. Donc le haut est fait et la totalité du piston est prêt à repartir sur le cylindre. Voilà. Donc là j'ai fini la partie cylindre piston. J'ai passé au montage du décompresseur sur la culasse. Bon, je vous fais voir, je suis en train de faire le plan de joint d'en base. Donc les zones qui sont plus claires pour vous dans la vidéo, c'est les zones qui sont en contact contre le marbre, et les zones plus foncées qui sont là et là, c'est les zones qui sont pas encore en contact avec le marbre. Donc je vous laisse observer un petit peu la reprise du plan de joint, hein, qui est pas folichon, malgré que visuellement ça paraissait pas mal. Il y a quand même de quoi rattraper. Voilà, donc toujours bien les faire, même si c'est des carters neufs. Alors pour le montage du décompresseur, il faut que le filetage soit propre, comme là je l'ai nettoyé, et le siège pour le joindre au fond qui soit également bien propre. Voilà. Donc là moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit filet de pâte à joint résistant à la température et aux hydrocarbures. Donc moi je prends ça, hein. C'est mon ami Nico qui m'a recommandé cette merveilleuse pâte. Elle va très très bien. Et elle résiste à 300 degrés et aux hydrocarbures, essence, etc. Donc je vais mettre un léger filet sur le filetage du décompresseur. Mettre le joint en cuivre et je vais tout bien serrer. Voilà. Et après il faut monter le ressort ainsi que la goupille et le levier du décompresseur. Voilà. Je vous ferai voir au fur et à mesure. Une fois que l'écrou est bien serré, il faut mettre le ressort, donc vous l'engagez ici et vous mettez un petit coup de maillet dessus, sans taper sur les ailettes bien sûr, mais un petit coup de maillet en plastique ou en bois, et il va venir s'enclipser tout seul autour du logement prévu à cet effet. Voilà, donc après que cette opération est faite, il y a également le petit poussoir qui est livré avec. Donc là le poussoir, moi je vais mettre un petit filet d'huile. Alors je précise au passage qu'avant le serrage du décompresseur, j'avais mis un bon coup de nettoyant frein hein, pour que ce soit bien dégraissé. Et donc là vous mettez un petit filet de graisse tout le long du cylindre ainsi que sur le petit joint, et après vous l'engagez par derrière. Voilà. Ensuite vous venez maintenir par en dessous on va dire le décompresseur là, ici dans le trou. Donc vous le maintenez bien ici et vous venez mettre le petit levier ici, et après vous venez insérer la petite goupille qui va bien dedans à travers comme ceci, et ensuite il n'y a plus qu'à rabattre la goupille avec un tournevis de chaque côté pour que l'ensemble ne se sauve pas. Voilà. Voilà, la goupille est maintenant rabattue, donc l'opération du montage du décompresseur est finie. Assurez-vous bien qu'il fonctionne correctement. Donc là vous voyez, on a un fonctionnement qui est bon, donc il n'y a pas de souci, il revient bien. Voilà, donc le montage du décompresseur est terminé, on a fini pour la culasse. Voilà. Voilà, donc là j'ai fini de reprendre le plan de joint clapé, hein, donc pareil, hein, c'était pas tellement bien aligné, donc ça fait pas de mal de le refaire. Enfin de bien le faire, de bien le mettre au propre. Donc là le plan de joint d'en base également, il est bien aligné maintenant et bien surfacé. Voilà. Donc maintenant que j'ai fini les carters, je vais les nettoyer complètement. Je vais monter les goujons à la pâte à joint également, car comme je vous ai fait voir, il y a un petit trou sur la surface ici, là, sur l'extérieur.
Donc comme ça, je monte tous les 4 goujons à la pâte à joint. Je passe un bon coup de nettoyant fin dans les filetages. Et je nettoie complètement les carters. Voilà, comme ça ils seront prêts à monter. Bon voilà, j'avais remis le vilebrequin au congélateur. Et donc j'ai mis à chauffer les roulements 10 minutes à 180 degrés. Et je les ai emboîtés. Donc ça va tout seul quand c'est comme ça. Donc on voit qu'il y a du givre autour du vilebrequin, bien entendu. Et donc là, j'attends que ça refroidit. Et après que les roulements sont totalement froids, j'irai remettre le vilebrequin au congélateur pour le monter quand j'aurai le temps, parce que j'aurai pas le temps de faire ça ce soir. Voilà. Ouais, autre détail, j'avais bien au préalable bien remis de l'huile dans la cage à aiguille du vilebrequin. Bon voilà, donc là je viens de monter les goujons sur les carters. Donc moi j'ai mis de la pâte à joint, comme je vous avais dit, comme j'ai un goujon il y avait on va dire un trou de ce côté là, donc on voit que la pâte à joint a bien débordé. Donc là ça permettra de bien étanchéfier si jamais il y a d'autres on va dire imperfections à l'intérieur mais qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et donc là, je le répète encore une fois, cette pâte à joint résiste à l'eau, à l'essence, aux huiles minérales synthétiques et de moins 70 à 300 degrés. Voilà, donc il n'y aura pas de souci par rapport à l'application que j'en ai faite. Voilà, donc là, ben, vous voyez, ça fait un peu de l'excédent de pâte à joint qui est ressorti, c'est normal. Donc moi, j'en ai mis sur à l'intérieur dans les trous de carter avec un petit tournevis et j'en ai mis également autour du goujon. Et ensuite je suis venu serrer. Donc pour rappel, je vous l'ai déjà expliqué, on met un écrou, on met un deuxième écrou, et ensuite on vient serrer les deux écrous l'un contre l'autre, et après on prend l'écrou qui est plus à l'extérieur et on vient serrer le carter, et après on desserre les deux écrous. Voilà. Donc là moi je vais laisser sécher ça tranquillement, puisque je vais pas remonter ce soir les carters. Donc là les deux sont faits. Et maintenant je vais continuer à habiller le carter. Je vais mettre le cache qu'il y a côté variateur ici, là, le petit cache joint spi, on va dire. Voilà. Le vilebrequin il est froid, donc je l'ai remis dans son sac avec l'huile qu'il y avait dedans, et je vais aller les remettre au congélateur avec les roulements montés, et comme ça il sera bien congelé pour le montage futur dans les carters moteurs. Bon, pour ceux qui ont les mêmes carters que moi, j'ai dû refaire les fraisages qu'il y a ici pour tenir les deux petites vis, parce que c'est pas fraisé. Et comme la plaque, elle possède, on va dire, comme un fraisage, et ben en fait ça venait pas bien s'appliquer dessus. Donc j'ai été obligé de sortir la petite fraiseuse là, et pour dire que ça vienne bien poser à plat, parce que ça posait pas à plat. Donc là sur les carters d'origine que j'avais, il y avait les fraisages de fait, mais là sur les adaptables, il n'y en avait pas. Voilà. Donc là ça c'est rectifié, mais bon, ça fait encore du travail en plus. Bon, maintenant les vis elles sont trop longues, c'est pas fileté assez profond, donc je vais être obligé de mettre des rondelles, d'intercaler des rondelles avant la vis pour dire que la plaque elle est bien maintenue. Sinon, vous voyez là, je suis serré à fond sur un côté, vous voyez ce que ça donne. Voilà, donc encore une fois, adaptons. Donc je vais mettre des petites rondelles par en dessous. Voilà, donc j'ai mis deux rondelles de 4 mm, hein, c'est des 4 par 9 que j'avais. Donc j'ai mis deux rondelles et puis je suis venu bien les serrer. Donc là ça bougera plus. Vous voyez, c'est bien maintenu, les vis elles sont bien bloquées. Donc les vis ne dépassent pas d'ici, de cette surface là. Donc c'est bon, on n'aura pas de souci au montage. Voilà, donc là je viens de monter les deux joints spi, j'ai quand même monté la petite rondelle de feutrine qu'il y avait de livre avec. Donc là les joints spi surtout, vous vérifiez bien qu'ils viennent bien épouser le bord ici du couvercle. Au passage, ouais, j'ai donné un coup de lime aux rondelles pour qu'elles posent bien à plat et qu'elles viennent bien épouser la forme de la plaque de maintien du joint spi. Et donc là les joints spi sont bien montés, donc il faut bien vérifier qu'ils sont bien droits par rapport à la paroi de l'épaulement ici. Pareil pour de l'autre côté, et comme ça, si c'est bien droit, c'est que c'est bien monté. Voilà. Donc là ils sont bien enfoncés, il faut pas que ça dépasse en fait du rebord ici, voilà, de chaque côté. Donc si vous le sentez, c'est que vous l'avez pas mis assez profond. Voilà, donc là maintenant que c'est fait, je vais passer au dernier petit bricole. Je vais prendre une lame de cutter et je vais venir découper tout le tour du joint qui est sec maintenant, et pour dire d'avoir une surface bien plate. Voilà. Bon, là j'ai positionné les vis avec le support moteur, donc on peut voir que par rapport à la position de la platine, il y a des vis qui sont trop longues. Donc ça je vais pas les découper, enfin je vais pas les découper tout de suite.
Je vais attendre que je monte le vilebrequin dessus pour ajuster avec la platine d'allumage pour que les vis ne viennent pas en contact contre la platine d'allumage. Voilà. Alors les joints qui sont livrés avec, déjà le joint d'en base il a pété aussi. Et le joint de carter c'est pareil, hein, donc prévoyez un jeu de joint en plus parce que c'est vraiment de la merde. Donc là j'ai juste mis de l'huile dans un sachet et j'ai à peine commencé à mettre comment dire, appliquer l'huile sur le joint et il s'est tout de suite pété alors que j'ai même pas écarté rien du tout quoi en fait. Donc voilà, c'est de la merde, hein, c'est la pure daube. Donc bah, justement j'avais prévu le coup, j'avais recommandé des joints et là je viens de recevoir un message comme quoi mon colis est arrivé, donc je vais aller chercher mon colis avec mes joints. Bon, pour finir, j'ai décidé de tout monter les vis et les serrer pour voir quelle vis déranger pour la platine d'allumage. Donc comme vous pouvez le voir ici, on voit qu'il n'y a que celle-là qui dérange, les autres ça passe nickel, donc c'est bien, tant mieux, ça de moins à faire parce que les ajustements, les adaptations à chaque fois, donc tout le tour ça passe nickel, il y a de la place. Donc il n'y a que la vis ici qu'il faudra que je coupe un petit peu, donc je vais le faire tout de suite, comme ça je serai tranquille avec cette opération. Bon voilà, donc là je viens de remonter les deux carters dans le vilebrequin, donc j'ai mis le joint imbibé dans l'huile, hein, comme je vous ai fait voir précédemment. Donc là le vilebrequin tourne librement, voilà. Donc j'ai bien centré, il est bien centré, donc dans la vidéo c'est toujours un peu pas évident de bien mettre au centre la caméra, mais je peux vous dire qu'il est bien centré, tout fonctionne parfaitement bien. Voilà. Donc là j'ai juste prévissé pour faire l'assemblage, et donc là j'attends que ça refroidit pour pouvoir travailler à main nue, ce sera plus pratique. Et après je pratiquerai au découpe des joints d'en base, parce que là c'est corps chaud, et j'inverserai les vis pour les mettre dans le bon sens. Voilà. Et après je passerai au montage du support moteur également. Alors pour l'admission je vais mettre des clapets à 10, ça c'est encore des clapets que j'avais hein, avec un siège vulcanisé. Donc ceux-là ils sont encore en parfait état, ils sont nickel, donc je vais monter ceux-là. Alors pour l'admission, donc je vais mettre une pipe de 15, donc ça c'est une pipe toute neuve Technics. Donc je vous laisse observer l'état de surface de la pipe, hein, toute bien déglinguée. Donc encore une fois, il va falloir resurfacer tout ça parce que là il y a un méchant rebord sur le haut là. Donc bah puis vous voyez l'état de surface quoi, voilà, encore de la refab. Bref, et là c'est un clapet A10 avec siège vulcanisé que j'avais encore qui date de il y a très longtemps, mais qui est encore en très bon état, donc j'ai remonté cela, les lames sont en bon état, elles posent bien sur le siège, donc j'ai remonté ça. Voilà. Donc là je vous fais voir en passage intermédiaire au marbre, vous voyez les défauts qu'il y a sur la pipe, hein. Donc si vous le faites pas, à part si vous montez la pâte à joint, mais je veux dire, même en le montant à la pâte à joint, moi je remets tous les plans de joint au propre, là c'est vraiment dégueulasse, c'est inadmissible de vendre des qualités pareilles, enfin bref. Bon voilà, donc là le plan de joint est rectifié, il est bien droit maintenant, donc je vais pouvoir enfin le monter correctement, et là je vais m'occuper, là c'est refroidi maintenant, je vais m'occuper de bien découper le joint au niveau du clapet et au niveau de la base. Alors pour les vis de clapet qui sont fournies avec l'écarter, il y en a une qui est longue pour remonter en fait sur les pipes de 12, donc il faut prévoir encore une vis de 5 par 25 pour dire d'avoir la quatrième qui est de la même longueur si on veut passer en pipe de 15 comme moi je vais le faire. Voilà. Donc du coup là j'ai mis mes joints, donc moi j'ai pris des joints de clapet mal aussi parce que ceux-là ils sont très bien, ils sont bien découpés et tout. Il y a les découpes exprès pour les têtes de vis ici, et au moins comme ça on a une bonne étanchéité, comme les trous sont blonds comme vous pouvez le voir, et ben en fait sur les joints mal aussi les trous sont bien ronds, donc ça fait une bonne étanchéité. Voilà, donc là de ce côté là, ce qui est bien sur ces clapets là aussi, c'est qu'il n'y a pas les têtes, enfin on va dire la vis qui dépasse de l'autre côté, donc ça c'est bien aussi. Donc là maintenant je vais passer au montage de la pipe et des clapets. Alors pour le carburateur, donc j'ai pris une copie de Carbut 15 et Sacha. Donc alors moi je démonte toujours entièrement les carbus lorsque j'achète un carbu neuf et je le nettoie complètement. Donc là regardez, vous voyez il y a un bout de limaille qui est juste au niveau de la fin de la bague là, et donc ça c'est un bout de limaille qui est resté coincé dedans. Donc bah là c'est juste bien pour serrer le moteur. Mais de toute façon, moi je démonte tout, donc là il va passer au démontage complet.
et passer dans un petit bain d'essence et ensuite un petit coup de nettoyant frein et ce sera tout beau tout propre. Voilà. Donc là je viens juste de retirer le couvercle, donc je vous fais voir. Je viens juste de l'ouvrir. Donc vous voyez toute la limaille de fer, enfin, ou d'alu qu'il y a dans le capuchon. Donc surtout, on nettoie bien les carbus avant de les monter, même si c'est du neuf, hein. Vous avez vu le résultat. C'est pas du luxe. Voilà, donc là j'ai remonté la pipe, les clapets avec les joints et j'ai également remis les vis de carter moteur dans le bon sens et avec le support moteur également. J'ai ensuite fait le graissage du joint, donc je l'ai remis dans le sachet plastique qui avait de l'huile dedans, je l'ai huilé et je l'ai monté sur on va dire les carters moteurs. Donc là moi c'est des modèles avec les pré-découpages, donc comme ça c'est bien, au moins comme moi c'est des trop transferts, ça permet d'avoir que la surface utile, on va dire au niveau du plan de joint qui est bien dessiné. Voilà. Donc là maintenant j'ai monté le piston et ensuite le cylindre. Alors donc là j'ai monté déjà un clip d'un côté, comme ça au moins ça sera moins embêtant que de mettre les deux lorsque on aura mis le piston. Donc là j'ai mis déjà celui-là. Et donc là j'ai fait jeu à la coupe. Donc j'ai mis 0,15 avec la cale, hein, la cale pour moi qui est indiquée 15 sur mon jeu de cale. Et on met la lame entre les deux comme ça ici. Il faut que ça accroche quoi, et que ça passe. Et moi je suis à 0,15 là, c'est juste à 0,15. Voilà. Donc je vais le laisser comme ça. Si jamais vous n'avez pas 0,15, et ben enfin 0,15 ou la cote que vous voulez mettre, vous prenez un bout de papier, vous retirez le segment, vous prenez un bout de papier à poncer, vous venez poncer légèrement entre les deux dans la fente en fait, et comme ça jusqu'à obtenir la bonne cote. Voilà. Voilà, donc là je viens de monter les deux segments. Donc ensuite maintenant je vais huiler un petit coup la cage à aiguille ainsi que l'axe du piston, et je vais venir monter le piston sur le vilebrequin. Voilà, donc là je viens de monter le piston. Donc moi je mets toujours du sopalin dans l'écarter moteur ou un chiffon comme vous voulez, propre bien entendu. Comme ça si jamais vous loupez votre coup et que le circlip, il ne peut pas s'en aller dans le carter moteur, vaut mieux qu'il s'en va par terre que dans le carter moteur. Voilà. Donc pareil, après il faut bien regarder que le clip est bien dans la gorge du piston. Et pareil pour les deux côtés, donc pas hésiter à le faire tourner un petit peu pour voir s'il est bien engagé dedans, et après vous le positionnez comme ceci. Donc là moi après ce que j'ai fait, comme j'avais mis de l'huile qui avait un petit peu débordé, bah là vous venez, on va dire avec votre doigt étaler le reste d'huile sur le pourtour du piston et également sur les segments. Là je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire. Et après je fais également aussi avec mon doigt, mais vraiment à peine huilé sur le doigt, je passe un coup dans le cylindre également, comme ça il y a un petit peu d'huile dans le cylindre et sur la paroi du piston. Voilà, donc là je vais retirer le sopalin et je vais passer au montage du cylindre. Donc pour monter le cylindre, il faut bien s'assurer qu'il y a les segments qui soient en face des ergots. En général sur les pistons de segments, il y en a un à gauche et un à droite. Donc là ici il est de l'autre côté à cet endroit là, donc il faut bien les positionner au niveau des ergots. Et ensuite il faut venir comprimer les deux segments lorsque vous venez emboîter le cylindre sur le piston. Voilà, donc là j'ai mis le cylindre, donc ensuite j'ai mis le joint de culasse et maintenant je vais passer au montage de la culasse. Alors avec le sachet de vis, on a bien les écrous de culasse qui sont livrés avec, hein, il y a bien les 4 écrous de culasse, mais il y a des rondelles en fait et elles ne servent à rien du tout. Il y a des rondelles éventail qui sont utilisées pour les carters moteurs, et en fait il y a 6 rondelles plates qui servent à rien du tout, qui ne sont pas prévues pour les rondelles de culasse. Donc moi j'ai des rondelles comme ceci avec des petits, je sais plus comment ça s'appelle, enfin des rondelles dentelées. Et en fait c'est du 6 mm, et ce que je fais en fait c'est que j'en mets 4 dans l'étau et après je viens mettre un coup de dynamelle pour le mettre au diamètre des goujons de carter moteur, et ça va nickel. J'avais fait ça aussi sur ma 103 MVL et maintenant je fais toujours comme ça et ça va très bien comme ça, c'est bien maintenu. Voilà, donc j'ai bien serré les écrous de culasse et je suis venu contrôler le squish. Donc j'ai mis un fil d'étain comme ça et je suis venu tourner le moteur. Donc je ne pince que sur la fin, on va dire du bout de fil d'étain, donc on va dire sur la périphérie extérieure du piston, et j'ai mesuré, je suis à 1,62 de squish. Donc de toute façon bon, sur un moteur d'origine c'était sûr que c'était bon, mais je l'ai fait quand même au cas où, on ne sait jamais, il peut y avoir des surprises vu qu'il y a des pièces adaptables dessus. Voilà, donc là maintenant ça c'est fait, je vais monter la bougie et ensuite je vais passer au montage de l'allumage.
La bougie est montée, donc moi sur un moteur d'origine je mets des B7 HS vu que c'est des culots courts et que c'est pas un moteur on va dire qui va pousser beaucoup, donc B7 HS c'est très bien comme ça. Donc là je passe au montage allumage. Alors pour ceux qui n'avaient pas vu la précédente vidéo concernant le démontage du moteur, donc dessus il y avait un allumage à vis patinée, donc dit interrupteur. Donc c'est des allumages dits gros cônes, donc moi j'ai racheté un allumage avec le volant type gros cône et donc je vais l'adapter sur ce moteur là, voilà. Donc au niveau des allumages, lorsque vous rachetez des allumages adaptables de maintenant, les vis qui sont faites pour tenir la platine d'allumage ne sont pas fournies, donc moi je mets des vis type BTR comme ceci et je mets une petite rondelle grower avec. Donc en longueur c'est des 16 de profondeur, je crois, ouais, 16 mm de profondeur. Donc là ça va nickel et ça tient bien comme ça, voilà. Donc je mets toujours ça à chaque fois sur mes platines d'allumage. Donc là je vais passer au montage de la platine d'allumage sur le moteur. Voilà, donc une fois qu'on a bien serré les deux vis, on vient positionner la platine d'allumage comme ceci en face. Les vis qui sont ici, les 4 vis, vous venez bien les repositionner sur les filetages qu'il y a ici et ensuite vous vissez tout. Une fois que vous avez bien serré les 4 vis, donc ici il y a un caoutchouc, vous vous assurez qu'il soit bien mis dans le logement prévu à cet effet. Et ensuite on vient visser les 2 vis qui sont ici sur le capteur. Voilà. Bon, je vous fais voir en passage, là le cône a été mal fini, donc il n'a même pas été bavuré. Donc vous voyez encore la trace d'usinage du cône. Et il y a encore un petit bourrelet qui est resté dessus, donc je vais bien le remettre pour que ça vienne, que l'écrou vienne bien épouser le plat du cône d'allumage. Bon voilà, j'ai retiré tous les copeaux qu'il y avait encore à l'intérieur, donc je vous fais voir, hein. Ça c'est tout ce que j'ai retiré. Donc comme quoi c'est bien fini à chaque fois, hein. Encore une fois, de l'adaptable, il faut tout faire la finition qui n'est pas faite en usine. Donc là ensuite moi je vais le monter avec la clavette, donc il faut repérer l'endroit où il y a la clavette et pareil sur le vilebrequin, repérer l'endroit et venir les mettre face à face. Donc là finement je vais réussir peut-être à le faire. Alors, voilà. Donc là, une fois que c'est en face, vous voyez, c'est bien. On le voit que c'est bien mis dedans. J'essaie de vous faire voir à l'intérieur avec la clavette qui est bien en face. Voilà. Et donc maintenant, il faut serrer l'écrou d'allumage. Donc pour serrer l'écrou d'allumage, hein, j'aurais pas dû serrer ma bougie. Je vais remettre ma corde comme je fais toujours et je serre avec la corde. Voilà. Voilà, donc là je viens de serrer l'écrou d'allumage, donc ne pas oublier de vérifier que vous avez le bon espace entre le capteur et la plaquette qu'il y a sur le volant d'allumage, hein, pour vérifier qu'il n'y ait pas de contact, hein. Donc moi c'est bon, il y a assez d'espace. Donc il y a une chose que je trouve pas mal par rapport à ces volants électroniques gros cônes, c'est qu'ils ont repris la même couleur que le volant d'origine interrupteur. Donc c'est un petit clin d'œil on va dire pour les allumages d'époque et je trouve ça sympa on va dire. Donc voilà, donc à part ça maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vérifier quand même avec la pige de calage que l'allumage est bien calé comme il faut pour un moteur d'origine, hein, parce que j'ai déjà eu des surprises sur d'autres allumages adaptables, la position de la clavette elle est peut-être pas au bon endroit, donc si jamais c'est le cas, je ferai un réglage à la pige. Voilà. Alors donc là je viens de monter la clavette, donc là ici ce qu'on fait, c'est qu'on vient serrer un peu la pige de calage pour obtenir le point de contact entre la pige de calage et le haut du piston. Donc là, on serre. Donc là, normalement, je suis en contact. Voilà, donc là, je suis en butée. Donc là, je desserre jusqu'à temps que le piston a dépassé. Donc là, vous voyez, j'ai dépassé la pige de calage et le piston est en mode descente. Il accroche encore un peu. Le piston est encore un peu dur en contact sur la pige de calage. Donc il faut desserrer la pige jusqu'à temps que ça effleure à peine la pige de calage. Donc là j'y suis. J'effleure à peine la pige de calage. Donc moi je resserre un petit peu la molette pour être un petit peu plus fin on va dire. Donc là voilà. Je suis à peine effleuré. Donc on redescend un petit peu le volant d'allumage pour être sûr d'être avant le point mort. Donc là j'y suis. Et on vient regarder à quelle valeur on est. Donc là ici, moi je suis sur le 8 sur le repère ici de la pige de calage. Je vais projeter avec le tournevis. Donc là on regarde avec la petite empreinte qui est là et on vient projeter la valeur ici. Voilà. Donc là moi ça veut dire qu'au point mort je suis sur le chiffre 8. Donc un allumage électronique d'origine
Sur un moteur d'origine 203, les moteurs tout neufs achetés, on va dire dans le temps à l'époque, ils étaient réglés à 0,9 avant le point Moreau pour un moteur complètement d'origine. Donc c'est le cas pour moi, c'est un moteur complètement d'origine. Donc je veux vérifier si mon moteur claveté est bien claveté à 0,9 avant le point Moreau. Donc pour ce faire, je l'ai mis à 0. Donc là je suis à 0 et 0,9 avant le point Moreau. Ça veut dire qu'on va serrer la vis ici, la molette, de 9 graduations. Parce qu'une graduation c'est 0,1 mm. Voilà. Donc là comme moi j'étais sur le chiffre 8, je vais venir me positionner au chiffre 7, donc je vais serrer pour arriver jusqu'au chiffre 7. Je vais y arriver, j'ai du mal ce matin, ça fait je sais pas combien de fois que je reprends la vidéo. Donc là je suis sur le chiffre 7, donc on vérifie, on projette comme ça, avec le tournevis, voilà. Donc là moi je suis sur le chiffre 7, ce qui veut dire que je suis calé à 0,9 avant le point Moreau. Maintenant on vérifie entre la plaquette ici, la fin de la plaquette doit être positionné en face du centre du capteur. Donc là on s'aperçoit bien que ce n'est pas le cas, donc je ne suis pas réglé à 0,9 avant le point Moreau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais encore serrer parce que on se rend compte qu'il faut que je serre pour que la plaquette vienne bien en position en face du centre du capteur. Donc là je vais serrer ma molette ici. Donc là je sais que si j'avance d'un petit cran comme je l'ai fait juste maintenant, je suis à 1 mm, donc on est loin d'être en face. Donc je vais tourner, avec mon doigt je repère à peu près où je suis au niveau ici du repère sur la molette là, et j'ai déjà fait quasiment un autre tour. Donc là je suis déjà à 2 mm et je vais bien ajuster, donc le temps que je me regarde en vision directe et non dans la caméra pour être en face. Donc là je suis en face, voilà. Donc là je suis en face de on va dire entre le centre du capteur et la fin de la plaquette. Donc là voilà, donc là j'ai mon calage claveté tel qu'il est monté le moteur, voilà. Donc là ici on vient regarder, donc là j'ai fait un tour complet supplémentaire, donc je suis à 2, quasiment 2,1 mm avant le point Moreau, parce que j'ai fait un tour complet, je vous l'ai fait faire dans la vidéo, que j'ai encore refait un deuxième tour pour venir bien me positionner. Donc là c'est pas bon. Alors je vais vous expliquer un truc, c'est que en fait j'avais acheté une platine d'allumage avec un volant vendu type gros cône, et en fait j'ai pas monté tout l'ensemble. Donc pour être sûr que c'est pas à cause que c'est une platine spécifique pour les gros cônes, je vais monter la platine que j'ai eu avec, juste pour vérifier, et je refais la valeur et je vous dirai si en fait si quand vous achetez un allumage avec un cône électronique ou un rupteur, c'est la même chose. On va faire le comparatif, on verra bien. Pour bien expliquer ce que j'avais fait juste avant au niveau du montage, donc ça c'est une platine que j'avais racheté neuf avec un volant électronique, donc petit cône, et je suis venu monter le cône rupteur sur ce bloc qui était vendu avec un cône électronique, voilà. Et là en fait ça c'est celui que j'avais eu avec le cône avec le cône à rupteur. Je vais m'en sortir. Donc là du coup je vais mettre celui-là à la place sur le moteur pour voir si c'est pas une histoire de platine qui est légèrement décalée ou pas, pour être sûr. Comme ça au moins on saura si déjà que ce soit avec une platine comme type électronique ou une platine type rupteur, si c'est ça qui fait que j'ai pas le bon calage, voilà. Donc là moi je vais démonter celui-là qui était avec un cône électronique à la base, et j'ai monté celui que j'avais eu avec le volant rupteur, voilà. Donc ça c'est le bloc que j'avais eu avec le volant rupteur, voilà. Bon voilà, j'ai remonté tout l'ensemble qui m'avait été livré avec, donc platine avec les bobines d'allumage, ainsi que le volant rupteur. Donc là j'ai remis la pige de calage, hein, je vous repasse les détails. Donc je mets à 0,9, hop, voilà. Donc là j'ai mis à 0,9 et on s'aperçoit que même avec la platine livrée, on n'est pas en face également. Donc là je vais refaire la même opération, voir si j'ai exactement la même valeur. Donc là, ici, je centre. Donc là, je suis bien centré. Donc j'ai pas tout à fait la même valeur. Donc je suis à 1,9. Donc il y a 0,2
mm de décalage entre celle qui est livrée avec l'allumage à rupteur et celle qui avait été livrée avec le cône électronique. Bon, je vais devoir faire sauter la clavette, donc moi je vais remettre l'ancienne platine parce que moi je veux garder la neuve de côté, et celle qui j'avais déjà utilisée mais qui est en très bon état bien entendu, je vais utiliser celle-là parce que je prévois de faire des modifications dans l'allumage par la suite. Voilà, c'est pour ça que je garde celui qui a déjà été monté en montage final. Voilà, donc là je redémonte ça, je remonte celle qui a été livrée avec. De toute façon dans les deux cas les valeurs ne sont pas bonnes, donc du coup je vais régler le volant sans clavette et je vais le régler à la pige de calage à 0,9. Voilà. Alors donc je l'avais déjà fait voir dans une autre vidéo, mais je le refais voir dans celle-ci, comme ça vous aurez compris comment je pratique. Donc en fait moi je viens positionner le volant, on va dire au centre du capteur, avec la fin de plaquette alignée au centre du capteur. À partir du moment où je suis bien positionné, je bloque le volant, je le maintiens, et je viens faire un repère ici sur le volant avec la petite marque qu'il y a sur la platine de stator. Donc comme ça en fait, pourquoi je fais ça? En fait après ça devient mon repère pour faire le calage de l'allumage. C'est bien plus simple que d'aller regarder si on est bien centré là. Enfin moi je trouve pas ça tellement pratique. Je préfère avoir le repère comme ça ici. Donc moi je fais comme ça. Et vous êtes sûr qu'à chaque fois vous serez bien calé par rapport à ça, puisque le volant lui il fait toujours la même distance. Voilà. Donc moi une fois que j'ai fait ça, après maintenant je vais mettre ma pige de calage et je vais régler à 0,9 et je vais venir positionner les deux repères face à face. Voilà. Voilà, donc là j'ai calé l'allumage, hein, donc pour ce faire, donc je rappelle, j'ai remis la pige de calage, je l'ai mis à 0,9 hein, en jouant avec le vilebrequin de l'autre côté, je le tiens de l'autre côté, je l'ai mis en butée, je l'ai mis à 0,9, et ensuite je suis venu mettre le volant, donc en face des repères comme ceci, hein, comme j'avais fait mon repère au-dessus, donc je m'en sers, et une fois que je suis bien positionné, que j'ai bien la queue de vilebrequin embutée sur la pige de calage, je viens bien mettre le volant, je mets la partie ici du large volant dedans, et comme ça je donne un petit coup sec sur l'arrache volant, comme ça n'abîme rien, et ensuite comme ça le volant est collé sur la queue de vilebrequin. Voilà, et donc ensuite je retire ma pige de calage, je remets ma corde et je viens bien serrer à fond mon écrou de volant d'allumage. Voilà, et après je redémonte, je remets ma pige de calage et je recontrôle de nouveau. Donc là c'est ce que je viens de faire, je le remets à 0,9 et on s'assure que les repères n'ont pas bougé. Donc là c'est le cas, je suis bien réglé à 0,9 et j'ai mes repères en face, donc là comme ça, et là donc je suis bien en bonne position par rapport au capteur et la fin de la plaquette. Voilà, donc là maintenant je suis réglé à 0,9, l'allumage c'est terminé. Voilà, donc là maintenant je vais monter l'ensemble embrayage variateur. Donc là pour le variateur, pour rappel, j'avais tout bien nettoyé les cages à aiguilles à l'intérieur du variateur, hein, donc c'est tout propre, tout beau, tout propre. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que bon là j'ai mis la rondelle en premier, et je vais venir graisser le canon de variateur ainsi que à l'intérieur les bagues à aiguilles pour que tout soit bien graissé avec de la graisse bien propre, et ensuite on emboîte tout. Donc voilà, j'ai remis le canon dans le variateur et ainsi que la rondelle. Donc là je vous le dis au passage, le canon doit dépasser par rapport à la rondelle. C'est pas la rondelle qui doit être surélevée par rapport au canon, sinon vous allez avoir tout le variateur et l'embrayage qui va bloquer ensemble. Voilà, donc là petit détail qui a son importance. Donc c'est bien le canon qui est en appui sur l'écrou du variateur et non la rondelle blanche. Voilà, donc là maintenant on va passer au montage complet du variateur. Donc je le retourne, je vous fais voir. Donc voilà, donc là on s'arrange pour que tous les méplats de toutes les pièces soient bien alignés, donc soient bien parallèles, les méplats soient tous bien parallèles avec la cloche d'embrayage et toutes les parties intérieures où il y a des méplats. C'est pour ça en fait, il y a des fois il y en a qui disent j'arrive pas à rentrer l'embrayage, il faut bien aligner. Et après lorsqu'on vient emboîter, il faut machiner un petit peu pour que tout l'ensemble s'emboîte correctement. Voilà. Alors une fois qu'on a tout bien emboîté, on met l'écrou, et moi encore une fois pareil, j'utilise la corde pour bien venir serrer l'écrou de variateur. Donc là voilà, c'est bien serré, on vérifie que ça tourne librement, donc là c'est le cas, hein. On voit que ça tourne librement, il n'y a pas de problème au niveau de la cloche, donc ça va être un peu galère pour le faire voir, mais la cloche n'accroche pas avec le variateur. Voilà, donc ça c'est nickel. Donc là maintenant le variateur et l'embrayage sont montés, donc là maintenant je vais passer à la suite. Voilà, donc là j'ai monté le carbut 15, hein, donc j'ai mis les câbles provisoirement, vous allez comprendre pourquoi dans la suite de la vidéo, ainsi qu'un tuyau d'essence. Donc là je l'ai bien serré à la vis ici, là, et donc là c'est bon, c'est bien maintenu, ça bouge plus, donc ça c'est fait. Voilà, donc je passe aux étapes suivantes. Alors, mais qu'est-ce que c'est que cette chose là?
Et ben en fait je me suis fait un petit banc d'essai, donc avec une palette, hein, et donc je l'ai fabriqué ça vite fait ce matin, là, allez, en une demi-heure, trois quarts d'heure j'ai bâclé ça. Donc j'ai pris une palette et en fait je suis venu faire une fixation pour le moteur. Donc là le moteur est bridé, hein, volontairement, parce que je cherche pas à avoir la variation, c'est pour dire de faire le démarrage, voilà, du moteur. Donc je me suis fabriqué ça avec un petit montage qui tient bien, il n'y a rien qui bouge, donc ça bouge pas, c'est tout l'ensemble qui bouge là. Donc là c'est nickel. Donc voilà un petit peu comment j'ai fait ça, un petit truc vite fait à l'arrache, mais qui sera bien fiable et efficace et qui pourra évoluer par la suite pour faire des autres tests de moteur, pas forcément que sur 103, puisque je peux repercer de l'autre côté et faire une adaptation pour moteur MBK par exemple, où là en fait je suis en culasse d'origine, donc ça va, ça passe bien entre les deux. Mais si je mettrais une culasse radiale, ou on va dire bien plus large, ça passerait pas. Mais pour un moteur type origine, c'est nickel. Donc je ferai des fixations supplémentaires pour dire de pouvoir adapter tout type de moteur. Mais pour l'instant, comme je teste que sur le moteur d'origine, j'en ai bien assez. Voilà. Donc là, ça c'est fait. Comme ça, je vais pouvoir monter le pot d'échappement, mettre un petit réservoir auxiliaire pour dire de faire le démarrage, et fixer les bobines et le CDI sur mon support. Comme ça, en fait, j'ai un support pour brancher mon moteur et faire un essai sans être obligé de le mettre sur un cadre forcément pour le démarrer et tester s'il fonctionne. Voilà. Bon voilà, comme j'avais encore ce réservoir là, j'ai mis celui-là, j'ai mis un nouveau robinet d'essence, comme ça au moins ça fuira pas. Et comme ça je pourrais venir raccorder mon tuyau d'essence qui est branché sur le carbu. Voilà, donc ça c'est fait, comme ça l'alimentation en essence elle est faite. Il faut encore que je fasse le mélange pour mettre dedans. Donc là j'ai tout bien attaché avec une sangle, hein, pour dire que c'est bien maintenu, donc ça bouge pas, c'est bien maintenu aussi. Donc là maintenant je vais passer au montage du pot d'échappement et le fixer provisoirement bien entendu, pour dire que j'ai tout l'ensemble qui soit fini d'être monté, et après on pourra passer au démarrage. Voilà, donc là je viens de faire le branchement du tuyau essence, j'ai mis l'essence dedans, j'ai mis le robinet. Et donc là j'ai mis l'essence en route et il n'y a pas de fuite à déclarer, donc nickel. Le carbu ça pisse pas non plus, donc ouais, aucune fuite nulle part, donc tout est bon, donc impeccable. Côté essence au moins ça c'est bon. Donc maintenant je passe au montage du pot d'échappement et le branchement du CDI et de la bobine de tension, comme ça on pourra faire le démarrage du moteur. Alors pour le montage du pot, on met le joint sur la bride, enfin moi c'est un pot à bride. Et après on met le joint en cuivre dans le trou ici prévu à cet effet. Et ensuite on vient serrer l'ensemble pour dire que ça vienne bien écraser le joint en cuivre. Et comme ça c'est monté. Voilà. Bon voilà, donc là le pot est monté. Donc pour les connaisseurs vous l'aurez reconnu. Donc montage MacGyver breveté. Donc là voilà, j'ai mis un fer plat. Hein. J'ai pris tout, enfin un genre de fer cornière où il y a des trous dedans. Donc je prends ce qu'il y a sous la main, hein. Comme je dis, c'est pas pour faire beau, je m'en tape que c'est pas beau. Le principal c'est que c'est fonctionnel pour faire le démarrage. Voilà. Donc là le pot est quant à lui bien maintenu. Donc là il bouge un tout petit peu, mais on va dire c'est vraiment bien maintenu. Avec le serre-joint que j'ai mis là, il bougera pas. Donc là voilà, je suis pas en contact là parce que j'étais un peu en contact, donc c'est pour ça que je l'ai fort écarté du moteur. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, la vue générale de l'assemblage MacGyver. Voilà, donc là bah, c'est nickel. Je passe au montage final de tout ce qui est branchement allumage. Bon voilà, donc là j'ai branché l'allumage, j'ai branché l'antiparasite, donc, et après je suis venu brancher les deux fils, le fil noir qui vient du CDI et le fil de masse qui va jusque l'allumage. En fait je l'ai raccordé directement sur la bobine de tension sur le fil vert, voilà tout simplement. Et donc là le branchement pour le démarrage du moteur est donc possible avec les deux fils branchés sur la bobine de tension. Voilà, donc là maintenant je vais sortir la perceuse et je vais tenter de démarrer le moteur. Voilà, donc j'ai préparé la visseuse, donc j'ai vérifié au préalable que j'avais l'allumage, donc j'ai bien l'allumage. Donc là le moteur il est froid, hein, j'ai pas encore fait du tout de démarrage avec, donc il est complètement froid. Donc c'est vraiment le premier démarrage que je vais effectuer. Donc je vais essayer de le faire là en vidéo, on verra bien si elle démarre. Enfin si le moteur démarre, donc l'essence est mise hein, bien entendu. Donc là maintenant je mets la péteuse dans l'écrou d'allumage et on fait tourner. Ah,
Vous avez vu, ça n'a pas dit non. Je vais essayer de la choper à l'accélérateur. Par contre, j'ai tout qui sauve sur l'établi. Donc voilà, premier démarrage effectué. Donc je vais resserrer un petit peu la vis de ralenti pour qu'il tienne au ralenti. Mais voilà, premier démarrage nickel. Donc ben, ça vibre beaucoup sur l'établi quand même, ça paraît pas. Donc comme j'ai plein de bazar, ben voilà quoi. Bon voilà, donc là, vous avez vu, ça tourne plutôt pas mal. Donc là, j'ai oublié de vous préciser que dans le carbu d'origine que j'ai dedans, c'est un gigleur de 66. Pour moi, il est trop petit parce qu'elle s'étouffe dès que je relâche l'accélérateur. Et en fait, dès que je mets un petit peu de starter, elle repart mieux. Donc c'est signe que le carbu n'a pas assez d'essence. Donc j'avais retiré pour voir si c'était trop riche, mais non, j'y croyais pas trop. J'avais retiré entre deux la grille, enfin complètement la grille du carbu, et en fait ça s'est étouffé direct et s'est éteinte quoi. Donc enfin il s'est éteint le moteur parce que c'est pas sur la mob. Et donc bah voilà, premier démarrage effectué et bah ça tourne plutôt pas mal quoi. On sent que bah, c'est un moteur d'origine hein, bien entendu, mais bon voilà, il n'y a pas de problème particulier sur le remontage du moteur. Voilà. Donc en plus vous avez vu elle a plutôt vite démarré. Donc bah, c'est plutôt bon signe pour le jour où je vais monter le moteur sur la mobilette. Donc voilà. Donc maintenant je suis étonné que la première fois que j'ai fait la vidéo sur le démontage, qu'il n'y a personne qui m'a demandé pour quel cyclomoteur ça allait être ce petit moteur. Donc si vous avez une petite idée de la destination de ce moteur, ainsi que du lampeau Kenji qui est monté dessus, hein, qui sera monté avec ce moteur. Donc dites-le dans les commentaires. Donc je vous dirai dans la prochaine vidéo, je vous dirai pas si vous avez trouvé ou pas, mais dans la prochaine vidéo je vous dirai pour quel cyclomoteur c'est destiné. Voilà. Donc là je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui parce que là il est déjà 16 h, donc je publie cette vidéo ce soir, donc on est le 15 mai. Donc là je suis assez content hein, parce que j'ai tout refait le moteur complètement. Donc bon apparemment le carbu on va dire imitation d'Elerto a l'air de fonctionner plutôt correctement. Donc après le calage, l'allumage, tout ça c'est nickel, on sent que ça tourne plutôt bien rond. Et après bon il y aura le réglage carbu à faire, mais ça on verra lorsque ce sera posé sur le cyclomoteur. Voilà. Donc dans peu de temps vous allez voir pas mal de gens qui vont faire des bancs d'essai avec des palettes. Hein. Bon, vous n'oublierez pas de regarder de où ça vient. Parce que bon, je dis ça, je dis rien, mais j'ai déjà remarqué qu'en fait, il y a pas mal de gens qu'après ils s'approprient les idées ou je sais pas quoi. Enfin bon, je m'en fous. Après, si je le partage, c'est que c'est fait pour être copié, quoi. Mais après, voilà quoi, c'est un petit peu marrant. Vous verrez sur les groupes, ça va pas mal circuler ce genre de petit montage. Voilà. Donc moi ça faisait un moment que je voulais le faire ce montage là avec une palette. Je me suis dit il y a moyen de faire quelque chose qui puisse qui permette de faire un montage à blanc comme là j'ai fait. Là, ouais, je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai bridé avec deux serre-joints pour dire que ça bougeait pas, heureusement, parce que vu les vibrations que ça donne,
Les moteurs 103, c'est des vibromasseurs. Donc j'ai un petit peu de bordel qui s'est barré de l'établi. Je faisais gaffe que ça tombait pas au fur et à mesure. Donc j'avais pas tout débarrassé, j'ai pas eu le temps de débarrasser l'établi. Je voulais démarrer le moteur aujourd'hui. Donc voilà. Donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. Puis après le petit système avec réservoir indépendant. Donc je vais en commander un pour parce que celui-là il va aller sur le cyclomoteur par la suite, et donc je vais en commander un d'appoint en plastique là, comme ils font, pour venir le mettre sur mon banc d'essai en fait. Et puis voilà. Donc alors pour ce moteur là je vais certainement encore faire, vous le verrez encore dans certaines vidéos, car j'ai des tests au niveau c'est chaud, niveau allumage à faire, et bon ça va, c'est possible, non c'est faux. C'est déjà refroidi. Donc, ouais, je disais, en fait, au niveau de l'allumage, j'ai encore pas mal de trucs à faire par rapport à tout ce qui est partie éclairage. Donc, vous verrez ça. Vous reverrez certainement ce moteur sur ce banc d'essai pour justement faire des tests, etc. sur les différents tests que je veux faire au niveau de l'éclairage. Voilà, comme ça, j'aurai un moteur à ma portée pour faire tous mes tests. Voilà. Donc là, moi, je vais sortir du garage parce que ça sent vraiment les gaz d'essence. J'avais ouvert la porte, mais je ne vais pas rester trop dans les gaz d'échappement. Et donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.